Hello tout le monde, je suis Kevin Razier, vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. C'est un honneur et un privilège de vous servir et de vous donner ma petite analyse en tant que personnalité médiatique, fan de médias. J'aime voir comment l'actu est traitée. Alors évidemment, je choisis avec mon gars sur Moumou les infos qu'on a envie de traiter et on voit comment elles ont été balancées sur la place publique. En tout cas, ça fait trop plaisir. Chaque semaine, 2 fois par semaine, on se retrouve. Ça y est, comme vous pouvez le constater, on est revenu d'Avignon. Je suis enfin dans la Creative Room, dans le studio CKR. Ça fait trop plaisir de revenir dans des dispositions un peu plus confortables, dans un siège confortable, parce qu'avant j'étais sur un canapé sans dossier et je me cassais le dos. J'avais l'air d'être le bossu de Notre-Dame et on a tous l'habitude d'être voûtés. Donc là, je te cache pas qu'on prend de mauvaises habitudes avec ces bails-là. Bref, en tout cas, c'est trop cool de pouvoir reprendre à la maison et on se lâche pas, hein, quoi qu'il arrive. On est là tout le temps, toutes les semaines. Voilà, 2 fois par semaine, on a besoin de faire le point, tu vois, ça nous fait plaisir évidemment. Si vous voulez soutenir, vous connaissez le principe. Vous likez, vous partagez à au moins 2 personnes, c'est déjà énorme. Vous pouvez rejoindre le Discord, il y a tous les liens sur les descriptions YouTube et sur le Linktree. Mon Linktree, il s'appelle comment Linktree d'ailleurs? J'ai un Linktree, je sais même plus comment il s'appelle, chacal. Je vais regarder là. Je crois qu'il s'appelle CKR. Non, chez Kevin Razier. Attends, je regarde. Non, non, c'est pas ça. Je crois qu'il s'appelle Kevin Razier. Linktree Kevin Razier, tout simplement. Hop. Et non, c'est pas du tout ça. Mais je suis un vrai trou du huc, moi. Genre j'ai un Linktree, je sais même pas comment il s'appelle. C'est quand même scandaleux ce que je suis en train de faire là. Voilà, attends, ça y est. Oui, c'est rendez-vous Kevin Razier, voilà. Hop, je le mets dans la... C'est pour celles et ceux qui sont sur Twitch. Il est épinglé dans la conversation. Hop. Et dessus il y a tous les liens, le Discord si vous voulez pouvoir parler avec moi et avec toute la commu des cracks non-stop, se partager des infos et tout. Il y a le Telegram là où je mets toutes les vidéos que je vais traiter. Il y a évidemment les liens vers les chaînes YouTube, la principale et celle qui met les replays. Il y a le Spotify, il y a le lien du Twitch et évidemment le Tipeee pour soutenir. Voilà, si jamais, ça fait toujours plaisir. Allez, on commence l'épisode. En tout cas, Avignon, c'était chambé. Voilà, je voulais vous le dire. Festival d'Avignon, j'ai fait tout le festival avec Passeport, la pièce dans laquelle je joue. C'était chambé. Et j'ai passé un très très bon Avignon. Gaëlle en plus a pu venir aussi me rejoindre, découvrir Avignon. Elle a été piquée, elle veut qu'on y retourne l'année prochaine. C'est une dinguerie, t'as 21 jours où t'as 1800 spectacles dans 180 salles différentes. Le tout dans un petit centre-ville de 4 km². Voilà, autant vous dire que c'est chambé. J'ai vu plein de trucs de ouf. Et je vous ferai des petites recos bientôt. Alors... on va commencer déjà juste avec cette vidéo qui est sortie parce que vous vous rappelez, j'avais rigolé sur un Bilal Alibaba de son surnom Aposta qui nous vient d'Arabie Saoudite, d'Amérique du Sud. Je suis fatigué. Et en fait, je me suis rendu compte, grâce à vous notamment, qu'il y avait une vraie communauté d'apostats sur les réseaux qui sont à fond, qui sont suivis par la fachosphère évidemment. Et là, je vois que ça continue sur ma gueule parce que j'avais pas vu que j'étais dans une sauce parce que je regardais pas les commentaires. Mais les apostats, ils sont à fond. Et là, je vois Amir Aposta, un nouveau Amir Aposta. Qui a fait une vidéo de 4 heures, un live de 4h37 hein, sur Kevin Razier insulte, raclure de chibre. Ça c'est bien, ils ont vu tout de suite ma patte. Ça me fait trop plaisir de mettre ça en avant, je suis très content. Mais je connaissais pas moi Amir Aposta. Majidou Kacha, ouais non mais il y a trop de gens. Et il y a écrit Kevin Razier insulte les apostats et critique de l'islam. C'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui me dit pourquoi t'as critiqué l'islam et tout Kevin, je comprends pas. Parce que le titre, tu vois, il l'a mal lu, hein, tout simplement. Donc, Vivi Aposta, c'est l'égérie Justin Bridou. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, mais il y en a plein. Et c'est marrant parce que qu'il y ait une commu d'Aposta, ça me fait gaulerie parce que c'est vraiment genre la commu des gens
qui ont quitté un bail, mais qui veulent trop dire qu'ils l'ont quitté, et qui lâchent pas l'affaire et qui ont décidé de se faire du beurre dessus. Parce que je veux dire, si demain t'es pas religieux, ou t'aimes pas ta religion et que tu la quittes, bah tu la quittes. Alors ça va créer des tensions vis-à-vis de ta famille peut-être, mais après voilà quoi. Et non, en fait eux faut qu'ils cassent les couilles à faire du contenu non-stop pour dire qu'ils sont plus dans cette communauté. Ils vont faire du contenu pour dire qu'ils ont quitté la communauté, ils vont faire des livres pour dire qu'ils ont quitté la communauté, et ils vont parler de la communauté non-stop, en espérant, j'imagine, que en plus des gens de la communauté relèvent, calculent comme moi malheureusement, putain merde, et leur donne du grain à moudre, parce que sinon il n'y a plus d'actu quoi. Au bout d'un moment où t'as dit pendant 6 ans ou 7 ans que t'as quitté une religion et que ben, tout le monde s'en bat les couilles, à part les fachos, là tu te dis mince, qu'est-ce que je peux faire pour relancer la machine, tu vois. Et donc voilà, donc vraiment ça sert à rien. Il faut pas oublier qu'il est à Vivi Aposta, un ancien cadre de l'EI. Ah ouais? Il faisait la promo et partageait des vidéos où ça tuait des homosexuels, etc. Waouh. Ah ouais, d'accord. Je comprends pas le délire de Vivi Aposta à se prendre systématiquement en photo en mangeant un saucisson. Je suis catholique et je ne fais pas ça pour autant. Bah oui, en fait c'est ça, c'est que... En fait, qu'est-ce que vous voulez prouver? Pour moi, un apostat, c'est quelqu'un qui a quitté une religion, point. T'as quitté la religion parce que tu ne t'y retrouvais pas, parce que tu ne l'aimais pas, pour tout un tas de raisons. T'as la chance de vivre en France et d'avoir la liberté de croire ou de ne pas croire. J'ai envie de dire, bismillah, fais-toi plaisir. Si tu ne veux pas, tu veux pas. Si t'arrives à te dépatouiller aussi de la pression familiale et tout, c'est génial. Et vis ta vie de non-religieux, ou alors t'embrasses une autre religion, ou peu importe. Mais pourquoi t'as besoin de faire du contenu sur ça, en fait? Non-stop. Et même de la provocation. Ça n'a pas de sens, parce que toi, t'as peut-être des gens qui t'ont choqué, voire qui t'ont blessé émotionnellement ou même physiquement, dans ton entourage, dans ta famille ou des gens que tu as croisés par rapport à la religion. Donc je peux comprendre que tu peux avoir une haine vis-à-vis de la religion, mais tu vois bien, si tu as été justement dans la communauté, et là en l'occurrence musulmane, qu'il y a une majorité de gens que tu as pu croiser qui sont genre juste chill, en mode je pratique, tu pratiques pas, je m'en bats les couilles. Enchanté, ça va. Ça dirait qu'on aille au cinéma after work après, ouais, tu bois un coup, machin. Donc pourquoi t'as besoin d'essentialiser l'infime partie de la communauté que t'as croisée, qui t'a cassé les couilles, et tu te dis, bah voilà, maintenant je vais faire du contenu pour dire à quel point c'est des monstres, c'est des chiens, nanana. T'as envie de dire, mais chacal, quitte la religion, quitte. Mais qu'est-ce que t'as besoin de capitaliser là-dessus? C'est ridicule. Quitte seulement. Pourquoi t'as besoin de faire toute ta carrière là-dessus? Ah bah tiens, ça ramène de l'argent. Ah bah tiens, je peux vendre des livres. Ah bah tiens, il y a des fachos qui me suivent mais qui me soutiennent. Croyez-moi, hein, vous ferez jamais partie de la famille, comme dirait Mourad Guichard. Donc, le but c'est de convaincre des musulmans à quitter l'islam. Mais les musulmans, s'ils ont envie de quitter l'islam, si n'importe quelle personne qui croit en une religion a envie de la quitter, ils n'ont pas besoin de vous en fait. Pour se rendre compte que c'est quelque chose de bénéfique ou pas pour eux. S'ils s'y retrouvent pas, ils quitteront. Donc il n'y a pas besoin... Il n'y a pas besoin de faire du prosélytisme inversé. C'est ridicule. Et limite, c'est illégal, tu vois. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas, ça fait pitié. Ouais, il y a de l'argent, puis tu t'achètes les faveurs de... Ils s'achètent les faveurs d'élus, de politiques islamophobes, donc ils sont trop contents de... Tu vois, ce seront toujours les bons toutous des islamophobes, mais quoi qu'il arrive, vous avez des gueules de métèques, vous ne ferez jamais partie de la famille, sachez-le. Si dans un bateau, il n'y a que 5 places et que ça coule, l'analogie, hein. Déjà tu es sur un grand bateau et tu dois prendre un canot de sauvetage, etc. Mais vous m'avez compris. S'ils doivent choisir entre quelqu'un qui leur ressemble et toi, ils vont prendre tout sauf toi en fait. Quitte à prendre même le chien ou le chat ou
ou un parasol au cas où il y a du soleil, mais ils vont tout mettre, sauf toi. Hein. Rassure-toi, tu ne feras jamais partie de leur famille. Et plutôt que de t'inventer du coup un combat qui peut partir d'une base légitime et qui en devient ridicule, parce qu'encore une fois, tu gagnes ta vie sur la communauté que tu as voulu quitter. Jamais vu ça. Vraiment, pour le coup, ça se limitera à très peu de choses, hein, vos liens. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas ce que vous faites. Tout ça pour dire, t'as pu contacter. Je comprends pas ce que t'as dit, Nafta. On enchaîne. On enchaîne. Avec évidemment les réactions au dernier épisode. Il y a Joseph Goebbels qui dit... non, il y a Martial Coulombe sur YouTube qui dit... Joseph Goebbels disait... Il faut transformer le vocabulaire de sorte qu'il ne puisse penser que par nos propres mots. Ah, très intéressant. Parce que ça colle exactement à ce qu'on vit actuellement, notamment en France, dans l'espace médiatique, avec... Pardon, je suis fatigué. Celles et ceux qui soutiennent Israël et qui essayent de condamner, parce que c'était le sujet du dernier épisode, condamner le mot génocide quand on l'emploie contre Israël. Voilà. Naïf versus Esper. Ah ouais, tu m'avais dit, je m'en souviens pas. Donc non, j'ai pas du tout contacté cette personne. Mollet qui dit: les Palestiniens sont priés gentiment de partir avant les bombardements, comme c'est généreux. Et ils vont où? L'Égypte leur est fermée, Israël aussi bien sûr, alors ils se jettent dans la mer, c'est odieux. C'est clair. Johan Gazal qui dit: le détournement d'attention des citoyens par les politiques dans les médias est un outrage à notre intelligence. Les gesticulations et les insultes sont vaines. Aurore, vous nous saignez, on souffre, on meurt dans les brancards. La pauvreté explose, vous êtes responsable de ce désastre, on vous voit, on n'oubliera pas. Stéphane Kerdal qui dit: ne devrait-on pas pénaliser l'utilisation d'Aurore Berger plutôt? Je te jure. Sarah qui dit: je viens de booster, c'est top si on peut te faire classer premier. Pour ceux qui ne savent pas, dans les zones commentaires, tu as 2 petits points. Allez sur le deuxième point en allant de la droite à la gauche, comme pour changer de page, et booster en donnant des points. Trop bien, merci beaucoup Sarah. Si vous voulez le faire et si ça peut donner de la force à CKR, et ben franchement, je suis preneur. Alors attends, qu'est-ce qu'on a? On a Brick and Roll qui nous dit: ah là là Kevin tu régales, merci beaucoup. Thierry Sultan en parlant d'Aurore Berger qui dit: moi en tant que fils d'un juif, ce que ces gens disent me terrorise encore bien plus que toute l'horreur que j'ai ressentie le 7 octobre 2023. Tout est documenté depuis des dizaines d'années. C'est pas comme si on découvrait les exactions des colons en Cisjordanie. Leur mentalité, leurs croyances rétrogrades et délirantes. Moi je me sens menacé dans mon humanité par ces monstres qui font de la propagande de mort en toute décontraction à la télé française. Et Horreur Gerbet vient dire qu'on relèvera nous du droit pénal si on parle de génocide. Ça fait beaucoup, ça illustre qu'il faut refaire toutes les institutions, tout le droit. Très fort comme message et je suis assez d'accord. Salut Mémès Frangin, merci à toi. Bah ouais, ça va super. Petit message aussi que j'ai reçu, j'ai plus le nom de la personne qui me l'a envoyé, mais en tout cas merci 1000 fois. Juste un petit message, comme tu n'en recevoir des... Alors quand je fais des fautes à l'oral, c'est que c'est des fautes à l'écrit, je prends pas le temps de réécrire. Comme tu dois en recevoir des centaines, mais je suis un admirateur de ta carrière et de ton travail depuis longtemps, merci. Mais ton émission CKR me fait énormément de bien et je la suis depuis longtemps. Je suis content d'avoir trouvé mon média. Merci, ça fait trop plaisir. Et si tu veux soutenir ce média, tu prends ton petit sub sur Twitch, ça fait plaisir. Si tu as Amazon Prime, en plus, tu peux donner un sub chaque mois gratuitement. La démarche à suivre, vous checkez sur ChatGPT ou sur Google parce que c'est grave long, ou sur YouTube. J'ai jamais compris, moi. Et bien sûr, il y a le Tipeee si vous voulez donner de la force pour qu'on puisse maintenir ce média, faire des messages. Faire des émissions en live surtout, j'ai trop hâte de vous rencontrer. Petite news HMD, allez c'est parti, la petite news HMD qui fait plaisir. Va péter. Ah bah pourquoi ça va péter, qu'est-ce que tu racontes toi?
péter. Ok, d'accord. Le Stream Deck avait envie de dire ça va péter. Amnesty International a projeté Stop Génocide à Gaza sur la vasque olympique. Vraiment des gouttes. Tout le monde a kiffé. Quata sur X qui dit merci à Amnesty International pour lutter contre le génocide en cours à Gaza. Citoyen lambda qui dit bravo car c'est pas demain la veille qu'on verra une tour Eiffel ou l'Assemblée aux couleurs de la Palestine avec tous les pro-génocides de la mairie de Paris et l'Assemblée. Ouais, c'est clair, c'est abusé ça par contre. Hein. Et j'ai vu un truc de ouf que Haaretz a publié. Tout a basculé en 48 heures. Ça aussi c'est un peu une news HMD de voir que enfin, après 1 an et demi, bientôt 2 ans, on commence à faire changer la vision du monde sur ce qui se passe. Ah, c'est trop bien là, rejoignez-nous en suivant Amnesty, c'est trop bien, tiens je vais cliquer. Merci beaucoup au Modo qui gère de ouf. Là ça y est, ça commence à changer par rapport à Gaza. Déjà tu peux le dire sans qu'on te tombe dessus, même si ça reste encore compliqué dans certains milieux, comme dans mon milieu hein, du spectacle et des médias. Mais, et là c'est intéressant. Là c'est intéressant. Il y a cet article de Haaretz, journal israélien plutôt de gauche, qui dit, accrochez-vous, tout a basculé en 48 heures, avec une pression tout azimut sur Netanyahou contre la famine pour le cessez-le-feu et pour la reconnaissance de l'État palestinien. Trump déclare aujourd'hui en Écosse, c'était une famine réelle. Il est impossible de simuler cela, les enfants de Gaza sont affamés. Sur le cessez-le-feu, il conseille à Bibi de changer d'approche. Libération de tous les otages plus arrêt définitif de la guerre, c'est-à-dire en gros la proposition du Hamas. 2 ONG israéliennes, B'Tselem et les Médecins pour les droits humains, considèrent pour la première fois qu'Israël commet un génocide à Gaza et appellent à une intervention internationale. Ils rejoignent ainsi la position de Médecins sans frontières, Amnesty International, la FIDH, Human Rights Watch et les experts israéliens Daniel Blattman, Omar Bartov, Amos Goldberg et d'autres. 5 présidents d'universités israéliennes signent une lettre ouverte exigeant de Netanyahou une résolution de la famine à Gaza. Les leaders des partis politiques arabes israéliens, 20% de la population, décrètent 3 jours de grève générale pour dénoncer la famine à Gaza. Le gouvernement allemand se déclare prêt à accentuer la pression sur Israël. La Commission européenne discute d'une suspension de la participation d'Israël au programme de superfinancement scientifique Horizon. Le mouvement juif réformé US, le plus important aux US, déclare qu'Israël se rend coupable d'une famine injustifiable. Il rejoint ainsi le American Jewish Committee. 110 pays présents ce matin à la conférence ONU sur l'État palestinien coprésidée par la France et l'Arabie Saoudite. 220 députés britanniques signent une lettre ouverte à Starmer pour qu'il rejoigne l'initiative française et reconnaisse la Palestine. Starmer ne ferme pas la porte si cela fait partie d'un plan global, ce qui est le cas. Canada, Japon, Australie, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas sont également cités pour se joindre à la reconnaissance de la Palestine par la France, qui sera annoncée officiellement le 21 septembre à l'AG de l'ONU. Pendant ce temps, le massacre continue, 98 morts ces dernières 24 heures, 147 Gazaouis déclarés morts de faim, dont 88 enfants. Waouh, ça fait mal, c'est un truc de ouf. Le village chrétien palestinien de Taïbet, Cisjordanie, à nouveau attaqué cette nuit par les colons. Les chrétiens d'Orient, hein, le RN, CNews, tout ça, les chrétiens, hein, chrétiens, là, c'est des chrétiens d'Orient. Les ministres, alors attends, Netanyahou sous pression, a annoncé l'ouverture de couloirs humanitaires sécurisés, plus une pause tactique de 10 heures par jour pour acheminer plus de camions. Pause tactique. On en est là, quoi. Ouais, pause. Allez, c'est bon, vous pouvez nourrir des gens. Bande de fils de racleurs de chibre. Les ministres fascistes israéliens de leur côté confirment ouvertement leur plan de nettoyage ethnique. CF, le ministre du patrimoine Amichai Eliyahu, jeudi dernier, il dit « Le gouvernement est engagé dans une course contre la montre pour anéantir Gaza. Gaza sera entièrement juive. Nous sommes en train d'éliminer ses habitants. Nous n'avons pas à nous soucier de la faim à Gaza. » Si ça, c'est pas une intentionnalité génocidaire, je ne sais pas ce que c'est. Les Horreur Gerbet, les Caroline Fourest, les Arthur, les Sophia Aram, tous les gens qui légitiment à longueur, Raphaël Antoven, etc. Si ça, cette phrase, elle ne vous interpelle pas, allez tous vous faire entuber par un cheesecake de racleur de chibre. Oui, c'est une course contre la montre et son dénouement
est proche soit à un nettoyage ethnique de la bande de Gaza, soit à une interposition internationale efficace par les sanctions, les menaces crédibles et une reconnaissance pleine et entière de la Palestine qui ne sert à rien, la reconnaissance. À part, comme je vous l'ai déjà dit, de dire « je te reconnais, hein, ça va ou quoi? Allez, à plus tard », c'est tout. Hein. Il y a un moment où il faut une intervention. Parce que la reconnaissance, elle est stylée pour toi, parce que tu as reconnu, mais c'est unilatéral, ça ne donne aucun droit supplémentaire à l'État en question. Parce que je vous rappelle que l'État palestinien est reconnu par l'ONU, ça fait longtemps que l'ONU demande des sanctions, etc. Il se passe rien, il se passe rien du tout. Donc voilà, tout ça pour vous dire que il y a vraiment... aucun intérêt de juste reconnaître. Il y a un moment, il faut envoyer vos soldats, vous les mettez face à Tsahal, vous leur dites les gars, vous faites du hala, ça part en couille. Je te le dis tout de suite. On a les missiles, on a les porte-avions. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, il disait ce qui consolidera ses capacités juridiques, CPI, CIJ, contribuera à protéger ses citoyens et ouvrir une alternative politique. Je reconnais que tu existes, c'est une insulte même. Ouais, je te jure, non, c'est une vraie insulte. C'est dégueulasse. On reste dans le même sujet, on attaque les médias, les petites news à partager entre amis. Alors, premier médecin, Jean-Noël Barrot, notre ministre, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, s'exprime à l'ONU. Waouh, il est dévasté. Dévasté par la guerre, par Gaza est désormais un mouroir où les corps portent le stigmate de la famine et des esprits gangrénés par la terreur. Toujours trop tard, hein. Toujours trop tard, toujours dans le sens du vent. Mais bon, voilà, ils essayent quand même, tant bien que mal. Si vous voulez, on va regarder vite fait ce qui a été dit là par Jean-Noël Barrot, qui, je le rappelle, quand on lui a dit mais est-ce que vous allez laisser Netanyahou, est-ce que vous arrêtez Netanyahou s'il est sur votre sol, étant donné que vous reconnaissez la CPI, il avait exprimé que il n'était pas obligé parce que légalement j'ai plus l'excuse exacte parce que en fait oui non mais je peux pas mais voilà hein. Alors ça va. Dévasté par la guerre, Gaza est désormais un mouroir où les corps portent les stigmates de la famine et les esprits sont gangrénés par la terreur. Après tant de souffrances, comment envisager la paix? Il se fout de notre gueule quand même. Il se fout de notre gueule. Hein. Menacé par l'accélération de la colonisation en Cisjordanie, enfin. Par la marche funeste des colons extrémistes qui de colline en colline arrachent les oliviers, brûlent les récoltes et chassent l'arme au poing des Palestiniens de chez eux avec la complicité coupable des autorités israéliennes. Par le mitage croissant du territoire palestinien qui compromet la possibilité même qu'un État puisse le gouverner alors que la Knesset a voté la semaine dernière en faveur de l'annexion totale de la Cisjordanie. Ah, face au enfin quelqu'un en parle. Fait accompli, comment continuer d'espérer? De part et d'autre, les partisans du rejet sont en train de l'emporter. Ceux de la Palestine du Jourdain à la mer d'un côté, ceux du grand Israël de l'autre. Et la solution à deux Il a aucun charisme et il essaie de faire genre il en a, c'est insupportable. États est en danger de mort, elle s'apprête à céder place à l'affrontement perpétuel. À cela... Bon voilà, en gros, 8 ans pour pouvoir commencer à tenir des propos intéressants. Évidemment en face, ça c'est le problème. Complicité coupable, bah non, pas complice mais auteur, je te jure. Et surtout la France. La France, je suis désolé, hein, mais c'est pas parce que vous réagissez un an et demi après, fine, que on va oublier. Vous serez jugé au tribunal de Gaza. Au Nuremberg 2.0, vous serez jugé, c'est comme ça, vous êtes dans la cuenta. Vous êtes dans la cuenta, on vous l'aura assez longuement signifié. Vous n'avez pas voulu entendre, vous avez attendu que la pression internationale se fasse intense pour prendre des décisions. Donc, Taz, allez vous faire mettre. Alors, ouais, quel affrontement, ouais, c'est cette rhétorique de dire quel affrontement. Alors évidemment en face, il y a des gens qui essayent de toujours de propager des mensonges et ils essayent tant bien que mal de sauver la face de l'État Israël et des décisions du gouvernement israélien
Et surtout, de cette propagande. Ils essayent, hein, ils tentent des queutrues et tout, mais c'est... Ils sont à gerber, Et voici Julien Drey tout de suite dans le numéro 1 de Gerbe Magazine. On va en parler. Et je finis juste, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Parce que personne ne comprend rien sinon. La seule arme qui reste dans les mains du Hamas, parce que militairement il a perdu, la seule arme qu'il a dans les mains pour essayer de sauvegarder son pouvoir sur Gaza, c'est de maîtriser l'aide alimentaire. Donc il faut qu'il arrive à saboter toute la distribution de l'aide alimentaire qui est mise en place pour pouvoir reprendre la main. C'est pour ça qu'il a tué un certain nombre de Gazaouis, c'est pour ça qu'il a mobilisé tous ses proxys en disant la famine c'est terrible, etc. J'en peux plus de ce mot les proxys là. Je pense que à Internet. Tout. Et l'erreur, c'est-à-dire la France aurait dû plutôt aider à mettre en place, c'est qu'on va demander à l'ONU de ne pas stocker des centaines de camions en refusant de les faire circuler. Voilà, c'est ça le rôle qu'aurait dû avoir la France. Parce que justement, si on veut que le Hamas ne refasse pas la main basse sur Gaza et qu'on puisse trouver une solution politique qui puisse conduire à un État palestinien, ça passe par une défaite politique, militaire, à tous les niveaux du Hamas. Et c'est pas ça que fait la France en ce moment. Et voilà. On va en parler. Et je finis juste. Ferme là, bon, en gros, le mec, il est en train de te dire que la France, elle aurait pu faire plus, etc. Ils essayent de dire que le Hamas, maintenant, comme militairement, il pèse plus rien. Bah tiens, c'est intéressant. Donc pourquoi on continue de bombarder? Raclure, va, de chibre, cheesecake de fromage de tub, là, vraiment, genre. Tu viens de nous dire que militairement, il pèse plus rien, que ça bombarde. Et maintenant leur nouvelle arme c'est d'organiser la famine. Non mais même les Israéliens, même les journalistes israéliens, même les militaires israéliens, ils vous disent c'est pas vrai ce qui se passe. Ce que vous essayez de faire là, c'est ridicule, c'est honteux. Vous vous rendez compte que là ils osent pas faire de revirement de situation parce qu'ils se sont mouillés trop loin dans le soutien à Israël. Donc là le revirement de situation, ils se disent on n'assume pas, donc jusqu'au bout il faut qu'on maintienne mordicus notre soutien indéfectible et inconditionnel. Mais les gars, vous ne faites que ancrer votre position dans la Cuenta le jour où la CIJ va rendre son verdict et que, d'un point de vue légal, on parlera de génocide, vous allez tous tomber. Alors il y a plein de gens qui me disent, et alors ils vont dire que ce sera génocide, ça changera quoi? Je vais vous expliquer ce que ça va changer. Ça veut dire que juridiquement et légalement, comme mon pays, la France, reconnaît la CIJ et la CPI, j'aurai le droit de dire Aurore Berger a soutenu le génocide, a fait de l'apologie au génocide, je peux l'attaquer. Et c'est ça en fait. Je peux l'attaquer sur le plan juridique. Et je peux faire ça avec tout le monde. Tous ceux qui ont soutenu dans l'espace médiatique, d'où le télégramme, CKR, la Cuenta. Allez le choper ce télégramme. Parce qu'il y a tout. Même caisse de grève, il y en a plein qui le font. Big up à tous ceux qui ont fait staff, à Crimed, etc. Sur le média, l'œil de Moumou. Tous ceux qui ont légitimé, on pourra officiellement les attaquer. Les empêcher de pouvoir exercer ce qui est leur fonction d'ailleurs. J'ose espérer, hein, quand t'es condamné pour apologie au génocide, j'ose espérer que tu puisses plus animer une émission de télé ou avoir un mandat, un poste ou une fonction politique. J'ose espérer. Donc là, ouais, ils ont trop misé sur leur position, ils peuvent plus revenir en arrière, mais ils sont dans la merde. Parce que finalement, l'empathie qu'ils comptaient acheter, ça marche pas comme ça. Et la fameuse vérité dont ils parlent, oui, la vérité tôt ou tard éclate, machin, c'est exactement ce qui est en train de se passer, Chacal. Mais ils maintiennent, hein, ils n'ont pas le choix. Regardez là, Caroline Yadan. Caroline Yadan, depuis des décennies. Aujourd'hui, vous avez décidé de couper les ponts avec le président Macron et avec son parti pour la position qu'il vient de prendre sur la Palestine. Oui, j'ai décidé de prendre mes distances et de devenir apparentée de mon groupe. Donc c'est un geste fort de ma part qui marque. C'est un geste fort de ma part. La meuf, elle comprend son geste, tu sais. Qui marque en tous les cas. Elle big up son geste. Ma différence. C'est un geste fort de ma part. Vraiment, je suis assez satisfaite de ce que j'ai fait. T'es plutôt apparenté Knesset a priori pour nous. Hein. Tu n'as même pas de siège à l'Assemblée nationale. Hein. Nous t'as un siège au Knesset
Et c'est juste que t'as une antenne à Paname, hein, mais vraiment... Yadan va-t-elle virer vers la droite ou vers la gauche en politique? Lol, ouais, je te jure. Ah bah... on voit un peu, de toute façon, que la France, ce n'est pas son sujet. On continue. Alors, il y a eu pas mal de documentaires. C'est une députée de liaison, exactement. Zazoula qui dit quelle indécence, un criminel de guerre génocidaire a été autorisé à survoler plusieurs fois la France sans jamais être inquiété, alors même qu'un mandat d'arrêt de la CPI lui pend au cul. Les générations futures n'oublieront pas. Bah oui, Jean-Michel Barrot, Jean-Noël Barrot, pour revenir là sur notre ministre qui a légitimé le fait que Netanyahou puisse survoler notre espace. Bah oui, je suis désolé, hein, même malgré le revirement de situation, c'est bien, hein, merci. T'es dans la cuenta, chacal. Tant pis, hein. Bien tenté. Barreau qui parle de Gaza comme d'un mouroir. C'est vous qui avez fermé les yeux pendant qu'on y a enterré des milliers d'enfants? Bah oui. Bah ouais. Cuenta encore une fois. Mais bien tenté. T'auras peut-être un yaourt en plus à la cantine de la prison quand... voilà. Parce que t'as essayé à la fin. Juan Atkinson. J'ai envie de saluer ces paroles, même si elles sont tardives et que la France a d'abord été en dessous de tout, indigne de son rang, mais il y a urgence désormais, tout ce qui va dans le sens de l'aide humanitaire est à soutenir, on est d'accord. L'avocate franco-israélienne Nili Naori Kuf machin, qui n'est toujours pas interpellée par la police pour tous ses appels à la haine, même s'il y a une plainte qui a été déposée contre elle, a déclaré de la mer jusqu'au Jourdain, il n'y aura qu'un seul drapeau, le drapeau de l'État d'Israël. Waouh, c'est de l'apologie à quoi ça du coup? Président français Emmanuel Macron, nous sommes ici à Hebron pour lui dire d'une manière claire que de la mer jusqu'au Jourdain, il n'y aura qu'un seul drapeau, le drapeau de l'État d'Israël. C'est bien, du Jourdain à la mer, ça reprend les mêmes phases qu'il condamnait quand c'était, par exemple, Rima Hassan qui le disait, ou n'importe qui d'ailleurs, en disant que c'était de l'appel au génocide. Ah, par contre, là, eux, ils ont le droit de dire génocide à toutes les sauces, hein, évidemment. C'est AOP, c'est appellation d'origine contrôlée par, apparemment, tous les pros-sionistes. Et donc, on n'a pas le droit de le dire si on n'est pas certifié. Et surtout, ils nous ont cassé les couilles à nous dire oui, du Jourdain à la mer, ça, c'est un appel au génocide. C'est-à-dire que tu veux effacer tout ce qui entre. Alors que c'est juste que Gaza est du côté de la mer et la Cisjordanie est du côté du Jourdain, de la rivière. Donc, from the river to the sea. Voilà, la Cisjordanie d'un côté, Gaza de l'autre. Ça touche ces deux eaux. Donc c'est pour ça qu'on disait qu'il fallait que ce soit libre. Parce qu'en Cisjordanie c'est pas libre, à Gaza c'est pas libre, voilà, c'est tout. Mais non, vous avez décidé de faire les gens qui comprenaient pas. Et là carrément ça reprend le même slogan. Mais là il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de from the river to the sea, il n'y a qu'un seul drapeau, l'État d'Israël. Il n'y a pas de, il y a un seul drapeau, évidemment accompagné d'un autre. Oui, les deux bandes bleues sur le drapeau israélien signifient le Nil et l'Euphrate. Ouais. Drapeau issu du congrès sioniste de Bâle. Merci beaucoup pour la précision, mais effectivement, Dr H m'avait expliqué. Et donc Nili Naori, tôt ou tard, pareil, Cuenta, là, plus que jamais, mais bon, il commence à y avoir des... comment ça s'appelle des choses qui sont mises en place contre Nili, et c'est pas plus mal. C'est un truc de ouf ce 2 poids 2 mesures, hein. Franchement il me sidère, hein. Il y a Lady CC d'ailleurs qui a mis un commentaire: le mec à gauche qui brandit une arme, si vous avez encore besoin d'une preuve de la façon dont il compte s'y prendre. Ah merde, j'ai pas fait gaffe. Putain, attends, je vais remettre la vidéo. Mais non, ça brandissait une arme. Attends, on va regarder ça. Hop. Ah bah oui, le gars est équipé là. Ah oui, bah évidemment. Ah bah ouais, c'est vachement friendly, hein, cette affaire, on va pas se mentir. Bref, il y a un mois, on a une vidéo qui date du 10 juin. Voilà ce que disait Caroline Fourest et ses copains. Vous allez voir, c'est Caisse de Grève qui nous a préparé ce petit montage. C'est bien de se rappeler, tu sais, quand on oublie un petit peu avec tout ce qui se passe,
de se rappeler qu'il sera bien au chaud dans la Cuenta. Ce blocus. Parce que je suis persuadée que dans l'esprit de beaucoup de gens qui ont suivi ces images, ils sont persuadés qu'il y a encore aujourd'hui, alors qu'il est, un blocus humanitaire qui empêche l'aide humanitaire et notamment l'aide alimentaire d'arriver à Gaza. Israël n'a pas mis fin à l'aide humanitaire définitivement à Gaza, elle a fait une pause pour réorganiser cette aide de façon à ce que l'aide arrive aux populations gazaouis et pas directement au Hamas et à ses tunnels. Il se trouve que ce blocus n'a plus lieu d'être depuis déjà quelques jours. Et ce blocus, il se trouve... Les gens sont bêtes. Les gens sont bêtes. Je me permets de rigoler. Les gens sont bêtes. Ils n'ont pas compris que ce blocus n'a plus... Tout va bien à Gaza. C'est faux ce que les journalistes, les ONG racontent. Enfin, comme tous les journalistes et toutes les ONG sont antisémites, du coup elles racontent n'importe quoi. Elles collaborent avec le Hamas. C'est pour ça que je me permets de rire. Jours et quelques semaines, on parle de tonnes et de tonnes de vivres qui arrivent par camions entiers. Sur la famine, un certain nombre de gouvernements européens et le gouvernement français ont eu des mots extrêmement violents, y compris ces derniers jours, et ne tiennent pas compte de tout ce que vient de dire Caroline. Ce qui est frappant, c'est qu'un certain nombre de gouvernements européens... Et l'autre route, autoroute El Kriev, qui commence à dire... Non, parce que ce que disait Caroline, hein, qui n'a aucune source, hein, bah, il faut comprendre, hein, qu'il faut valider. Même s'ils ont raison de mettre en question la poursuite de la guerre par Benjamin Netanyahou, n'ont pas regardé la réalité de cette famine et ne racontent pas ce qui se passe réellement. Et disent des mots extrêmement violents, c'est une honte, etc. Donc encouragent complètement, ne font pas le travail que vient de faire Caroline. Mais elle a pas fait de travail, elle dit de la merde. Toi, t'es sur l'autoroute de la mauvaise foi, de la médiocrité journalistique. La charte de Munich, dans ta tête, apparemment, elle ne s'applique que dans la ville de Munich. C'est-à-dire que les journalistes en dehors de Munich, ils peuvent dire de la merde. Et là, c'est ce que tu es en train de faire. Toi aussi, ta carte de presse, on va te la retirer. Cuenta. Le jour où on fera ce tribunal de Gaza, tu te verras retirer le droit d'exercer cette fonction de journaliste. C'est honteux ce que tu viens de faire, Autoroute, là. De décryptage du réel pour prendre éventuellement des décisions correctes, normales, mais qui, au contraire, ce discours... Bah là, c'est l'autoroute direction Elnet, là, hein, vraiment. Il excite les extrémismes de toutes parts. Je regrette que pas plus de confrères n'aillent faire ce décortiquage parce que ça... Mais ferme ta gueule, quel décortiquage de quoi? De fake news? Tu regrettes qu'on n'entretienne pas plus de fake news, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes, là Dans quoi tu t'es fourreste? Une sale affaire, en somme toute. Mais bon, pareil, toi aussi, tu t'es trop engagé, tu peux plus revenir en arrière. Mais la Cuenta va être fucking salée, hein. Je sais pas comment tu vas t'en dépêtrer. Hein. Mais techniquement, normalement, comme Dieu d'eau, on ne doit plus te voir dans les médias. Là, on est censé, une fois qu'on aura bien le tampon de l'AOP, hein, génocide, machin, si on n'a pas besoin, mais en fait, le nombre de fake news qu'elle a balancé et comment, en fait, elle n'est jamais contredite, c'est insupportable. Sincèrement, c'est très coûteux de le faire. Vous êtes immédiatement... C'est très coûteux de le faire. Renvoyer une insensibilité vis-à-vis de ce qui se passe et de ce qui est grave, mais que les gens de bonne volonté se renseignent là où ils peuvent, puisque l'information doit passer mieux et être mieux partagée. Bah comment, en plus, comme les journalistes peuvent pas rentrer, et qu'il n'y a jamais eu autant de journalistes tués, en cumulé bien plus que la Seconde Guerre mondiale, la Première, et je sais plus quelle autre guerre. Non mais comment, en fait? Pour ne pas être manipulé. Donc toi, c'est Rafovitz, il faut aller voir Rafovitz, c'est ça, le porte-parole de l'armée israélienne francophone, si on veut être sûr d'avoir les bonnes infos. Merci, hein, Caroline. On va voir qui. Chacal. Les journalistes se font buter à tour de bras. Maintenant, carrément, ils vont bientôt mourir de famine. C'est sans précédent dans l'histoire du journalisme de terrain, du journalisme de guerre. Tu veux qu'on aille chercher des infos chez qui? Chez Elnet? Au CRIF? Chez qui? Parce que toi, apparemment, tu vas les chercher là où ça te va, là où les portes sont ouvertes. Mais tu te rends bien compte que c'est pas ça le travail de journaliste, parce que tu ne fais pas du journaliste, tu fais de l'opinion, avec du conditionnel à toutes les phrases. Hein, merci de toutes les fake news que tu balances à longueur de journée, comme étant sorties tout droit d'une source miraculeuse, hein, une source d'eau douce, on ne sait pas d'où ça vient.
Non mais vraiment, tu me débectes. Tu me dépectes. Trop grave. Ces sujets sont trop graves. Il faut... Mais oui, les sujets sont trop graves. Trop graves pour qu'on t'invite sur un plateau, Caroline Forest. Et j'en veux. J'en veux à toutes les chaînes qui l'invitent. J'en veux à tous les responsables éditoriaux, à tous les responsables de la programmation. Vous aussi, vous aurez votre nom sur la Cuenta. Ce ne sera pas les chaînes qui vont être condamnées. Hein. Non, 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 c'est trop facile de dire « Ouais, c'est news, c'est de la merde. Ouais, » Non, 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 on va prendre le nom des gens dans l'organigramme. Les Serge Nedjar, tous les blazes. Tous les blazes. On sortira les blazes de ces gens qui ont la décision de mettre quelqu'un à l'antenne ou pas, de choisir Caroline Forest et Ruth Elkrief ou pas, ou plutôt de prendre, comment il s'appelle, Gallagher Fenwick, Gallagher Fenwick ou d'autres, ces programmateurs-là, et grâce à Acrimed, ces sourcés qui ont fait un déséquilibre dans les pro-israéliens versus les pro-palestiniens depuis 1 an et demi, ceux-là auront aussi à rendre des comptes, vous ne serez pas privés, sachez-le. Parce que moi, c'est mon job, en tant que mec des médias. Je suis pas con. J'avais une émission sur Canal+. Je sais comment ça se passe. Qui invite les gens sur les plateaux? Il y a des programmateurs, il y a des red chefs. Il y a toute une chaîne alimentaire là qui valide les décisions, qui valide les gens qu'on invite autour d'un plateau. Mais vous serez aussi concernés, les gars. Je suis désolé de vous l'annoncer comme ça. Mais c'est pas parce que ça s'est passé à des milliers de kilomètres de chez vous que vous n'avez tué personne de vos petits doigts. Sachez qu'au tribunal de Nuremberg, un rédacteur en chef d'un journal propagandiste a été pendu. Retenez bien cette phrase. Je vous regarde droit dans les yeux. Il a été pendu. Il n'a tué aucun juif. Il n'avait porté aucune arme dans sa main. Il a été pendu pour avoir tenu un journal propagandiste. Pendu. Est-ce que vous entendez bien les mots qui sortent de ma bouche? Il vous reste encore une marge pour tenter de ne pas être dans la Cuenta. Alors non, il n'y a plus la peine de mort, rassurez-vous. Vous n'allez pas être pendu. Mais vous allez être condamné. Bah oui. Bah oui. Parce que tu fais partie de la guerre à partir du moment où tu places des gens qui la légitiment. Qui légitiment, non pas une guerre, un génocide en l'occurrence. Sachez-le. Bref. On va ensuite, du coup, passer à cette vidéo assez improbable. Hein. Assez improbable. Ah oui, il y avait un commentaire par rapport sous la vidéo de Caroline Forest qui disait 400 points de distribution des ONG remplacés par 8 points sur lesquels les Gazaouis se faisaient tirer dessus, les corps décharnés que l'on peut voir partout, les médecins qui témoignent qu'on leur confisquait les boîtes de lait maternelle à la frontière, le Hamas allait sans doute le manger. Écoutez les médecins de tous les pays anglais, américains et français, bah oui. Emmanuel qui dit bah allez sur place histoire de faire du journalisme. Ah non, j'oubliais, hein, Israël interdit aux journalistes d'accès à Gaza. Il parle de lait maternel, ça me fait une transition parfaite sur une vidéo sur laquelle je suis tombé. Assez incroyable. J'ai jamais vu ça. Hein. C'est une école maternelle juive qui va ouvrir ses portes à Paris dans le 17e arrondissement, et écoutez l'argument qui est pointé par la personne qui, je sais pas si c'est la directrice ou quoi, qui présente cette école pour dire que l'école est chambée. Mais alors là vraiment j'ai flippé, hein. Regardez. Hein. On l'a fait. Avec l'aide de Dieu et la bracha du Rabbi, l'école maternelle juive du 17e ouvre enfin ses portes pour la rentrée septembre 2025. Yeah, trop cool. C'est bien, moi j'aime bien moi. Comme vous pouvez le constater, les travaux sont déjà bien entamés, pratiquement finis. Il nous reste à terminer un petit peu les fenêtres et les vitres qui seront posées anti-balles, anti-intrusion. Vous avez bien entendu. Les vitres qui seront posées anti-balles, anti-intrusion. Dans le 17e arrondissement de Paris. 17e arrondissement de Soweto ou de... anti-Hamas, anti-arabe, anti-tchétchène. Non mais... Alors je veux bien. On a eu Mohamed Merah, etc. C'était horrible. Cousine, tu forces là, hein. Oui, c'est une école aux USA si tu veux, mais excuse-moi. Excuse-moi, enfin... Je suis choqué. Je suis choqué.
C'est un peu, à force de crier au loup, je suis désolé, mais pour moi, c'est dans l'abus. Je minimise pas le danger que ça peut représenter d'être juif en France pour sa propre sécurité en tant que juif. Mais là, excusez-moi, hein, on les voit, nous, hein, les gens qui se font tuer dans les mosquées, qui se font arracher les voiles, etc. C'est les musulmans, hein, vraiment, là. Et on va pas faire un concours, hein. Mais là, tu nous dis, t'as fait une école maternelle anti-balles. Ah ouais, Et nous recevons une première partie du mobilier le lundi 4 août, si Dieu veut. Alors, toute l'école sera entièrement climatisée. Ça, c'est ouf. Ça c'est chambé, par contre. Je vais peut-être mettre mon gamin si j'en ai un. Les salles, on sait qu'il fait très chaud en ce moment et même en début d'année et en fin d'année, c'est indispensable. Donc la climatisation est déjà bien installée partout. Nous tenons à remercier du fond du cœur les parents qui nous ont fait confiance en inscrivant leurs enfants dès la rentrée et également à tous les donateurs qui ont permis de réaliser. Alors, on s'en fout, on va pas faire une pub non plus pour vous dire d'inscrire, vous y allez hein, si vous en avez envie, mais bon, le coup du anti-balle m'avait interpellé, voilà, tout simplement. Et puis après, en creusant un petit peu sur le profil de Insta de cette école qui sera du côté de Terne, Place des Ternes, Porte-Maillot, là d'un coup je vois que ça commence à devenir creepy, du genre là ce post. Grâce à la Torah des enfants juifs, je puise ma puissance pour anéantir les ennemis d'Israël. On a un peu peur là d'un coup parce que tu es dans une école maternelle quoi. Déjà là tu es dans un bail guerrier, tu vois. Pourquoi vraiment, genre t'as besoin de... pourquoi t'as besoin de dire ça, tu vois. Et ensuite, là, comme vous pouvez constater, campagne extension, Beth Elnan, déjà, alors la campagne d'extension, c'est peut-être pour l'école, hein, on va pas... et là, regardez, tous ces gens-là, c'est pas des scouts, hein. C'est pas des scouts, hein. Ça, ce sont des soldats de Tsahal. Et là, je me dis chelou quand même. Je suis l'État français, j'aime pas trop me dire que je vais autoriser une école confessionnelle qui est adossée à une propagande de l'armée d'un pays extérieur. Ça devient chelou. Et puis ensuite, tu continues de creuser sur le compte. Et là, alors, mais imaginez-vous hein, si c'était une école musulmane avec tout un tas de ouais, contre les ennemis des musulmans, hein, on est ensemble. Et puis en fond, tu mets des gros barbus alignés comme ça en treillis. Non, frère, ouais, qu'est-ce que tu... Là, on est ensemble pour quitter le pays tout de suite. Hein. Là, ça va être au QTF. Non, mais c'est... Et regardez-moi cette vidéo pour finir en beauté. C'est une vidéo de messages des soldats qui remercient l'école de Beth à Abad, là, à Terne, dans le 17e, pour ses téphilines. Les téphilines, c'est lanières en cuir qui sont reliées à un petit boîtier où dedans il y a des passages bibliques. Et donc, sûrement que les enfants les ont fait, tu vois. Mais j'ai trouvé ça scandaleux, vraiment. Non, mais frère, non, mais regardez-moi. Regardez-moi le remerciement, le gars est cagoulé. Le gars est cagoulé. Enfin, on est sur le profil d'une école primaire. Merci de nous avoir fait parvenir ces téphilines. C'est le commandant de l'unité division 76 7663. Je voulais faire à l'anglais 76-63, ça fait péter en France. En Israël, à Tulkarem. On vous remercie de tout cœur. L'école maternelle, hein. Tulkarem, tiens, je vais checker. C'est où ça? Tulkarem, la carte. Tulkarem, c'est une ville en Cisjordanie située au bord de la ligne verte à 15 km de la mer Méditerranée. D'accord. D'accord, bah c'est intéressant. Ah oui, là, en janvier 2025, l'armée israélienne lance une grande offensive contre Tulkarem et d'autres villes palestiniennes. Ah d'accord, Tulkarem, c'est une ville palestinienne. Le mec, il est en direct, en mode colon, quoi. Il est en...
On a Israël à Tulkarem, on va remercier. Donc là, c'est un militaire qui est dans une ville en Cisjordanie qui est palestinienne. Il est là-bas. Ah ouais, d'accord. Et ils sont comme as avec l'école maternelle. Je suis désolé, hein, moi je suis ministre de l'éducation, cette école va fermer. Je suis désolé, hein. Quand je vois comment en France, ils étaient tous en sang sur Averroès parce qu'ils essayaient de trouver des bouquins dans la bibliothèque, là. Là, chacal, c'est trop. תודה רבה לרב מנחם לדיוק מבית חב"ד פריס, רובע 17, על כל העזרה לחיילים. אנחנו מעריכים את זה המון. C'est nul. L'insta, c'est ça, c'est Bet El Hanan Terne Menachem. Alors, faut savoir, tous les religions en général, c'est l'école Rabbi Souris, c'est très drôle ça. Ils s'appellent souvent Mendel Menachem. Alors, ça, c'est le nom du rabbi. Mais les Mendel, en général, on dit Mendy. Voilà, c'est un petit surnom, comme ça vous savez. תודה רבה באמת, עם ישראל חי. תודה רבה לבית חב"ד, T'es mal l'autre, fusil bandoulière et tout. Merci à l'école Beth Abad là, de porte-maillot. Non mais frérot, le mec il a dit porte-maillot. C'est quand même dingue. maillot. תודה רבה שתזכירו אותנו להניח תפילין, עם ישראל חי, תודה רבה. Ok, voilà. Bah voilà, je pensais pas que ça allait être si choquant, mais je suis content de ne pas être fou et on est d'accord que une école confessionnelle, qui est adossée à la propagande de guerre d'une armée extérieure, qui de surcroît en plus envoie des téphélines confectionnées apparemment par les élèves à des soldats qui sont en plus dans des villes occupées, enfin, ou des villes palestiniennes. On suppute que là-bas ils sont pas là pour donner un petit coup de main aux Palestiniens pour qu'ils puissent préserver leurs oliviers. Bref, il y a trop de détails qui sont un peu angoissants, parce qu'il y en a qui vont dire bah non, c'est normal, c'est l'armée qui chapeaute un petit peu les territoires occupés pour être sûr que tout se passe bien, pour pas que les colons fassent n'importe quoi. Il y en a qui vont dire ça, hein, les Julien Drey, etc. Mais par contre, même cet endoctrinement de mélanger armée. Enfin, je vous rappelle quand même l'image, je vous le remets, je puise ma puissance pour anéantir les ennemis d'Israël. En quoi cette phrase, elle est feel good? En quoi cette phrase, elle te dit putain, cette école, elle est top, elle va pouvoir développer l'ouverture d'esprit de mon gamin? Non. Vraiment là, je suis obligé de faire semblant de boire. Parce que... Est-ce que c'est une école sous contrat? Je vous invite à vérifier cette info, on va en parler sur le Discord. Parce que je trouve ça scandaleux. Vraiment, c'est scandaleux. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Là, c'est scandaleux. Alors d'ailleurs, parce que j'ai des vidéos... Qu'est-ce que je fais là? Ah non, ce sera pour après. Bah ça y est, on les a regardés. La flottille bis. La flottille, la nouvelle Andala, navire humanitaire, tout comme le Madeleine avec Greta Thunberg entre autres et Rima Hassan. Là, il y a 2 députées françaises qui se sont retrouvées au bord de ce nouveau navire humanitaire pour apporter de l'aide. Alors évidemment, moins de buzz. Bizarrement pour le Andala, hein. Moins de buzz, hein. Il n'y avait pas la poupée syrienne, donc évidemment on avait moins envie d'en parler, ni Greta Thunberg, Chris Crolls comme dirait Sophia Aram, qui je vous rappelle est Molière du meilleur spectacle de l'humour en 2024.
Les médias n'en ont pas parlé, mais Israël a pris le contrôle du navire. Voilà, c'était juste pour vous le dire. Israël a pris le contrôle du navire. Pas dans les eaux internationales. Enfin, si, pardon. Dans les eaux internationales. Bref. Comme d'hab, hein, ils ont fait le truc habituel. Mais bon, là, il y avait moins de buzz. Et donc, je voulais juste vous le dire. Ça a parlé, un Caldera qui dit: si Macron ne défend pas nos députés contre une arrestation illégale, il devra être jugé pour haute trahison. Oui. La cuenta va être salée. Chefi qui dit: c'est un crime, les gouvernants français complices de ce crime doivent être jugés par un tribunal populaire dès la libération. Oui, totalement. Et Ilan Gabet dit: l'armée israélienne vient à nouveau de kidnapper 2 députées françaises et la France se soumet. Exactement. Dans les eaux égyptiennes, non? Attendez, bah tu sais quoi? On va vérifier. Dans quelles eaux? Dans quelles eaux? Alors, le Andala, Palestine. Alors, tiens, on va prendre France Info. L'équipage du navire humanitaire Andala est passé devant les juges. La députée française Gabrielle Catala attendue lundi soir à Paris. D'accord. Il vous devrait être théoriquement de retour. L'entourage de l'eurodéputé Emma Fourreau qui se trouvait à bord a rapporté à France Info que l'insoumise ainsi que le reste de l'équipage avaient été présentés devant un tribunal et ils ont dénoncé des violences physiques sévères de la part des forces israéliennes ainsi que des conditions de détention déplorables. Pas d'accès à l'air malgré la chaleur étouffante, pas de sanitaire, pas de produits d'hygiène pour les femmes. Alors, ils ont été arrêtés où? C'est 200 km des eaux gazaouis, il me semble. D'accord. Donc pas du tout sur les eaux internationales, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. Ça a été arrêté illégalement dans les eaux internationales en pleine nuit, emprisonné puis poussé à une expulsion volontaire. Un document attestant l'entrée illégale sur le territoire israélien. Comme pour le Madeleine, la communication avec l'extérieur dont les avocats est complexifiée par les forces d'occupation. D'accord. Ouais, donc en gros, on est sur le même bail. La flottille, ah tiens, Euronews, la flottille interceptée par les autorités. Non. Alors tiens, on va regarder. Casse-toi. Non, c'est une dinguerie ça. Je regarde en même temps parce que j'ai pas envie de vous dire. La flottille n'a jamais. Alors ça, c'est qui dit ça? N'a jamais pénétré dans les eaux territoriales israéliennes et n'avait pas l'intention de le faire. Elle se dirigeait vers les eaux territoriales de l'État de Palestine, comme le reconnaît le droit international, a déclaré Adala dans un communiqué. Israël n'a aucune juridiction ou autorité légale sur les eaux internationales dans lesquelles le navire naviguait. Ouais, non mais totalement. De toute façon, c'est tout le temps. Même dans les eaux gazaouis, le crime aurait été le même de toute façon. Pas leur eau territoriale, donc NTM, dit Mose Fennec, et il a bien raison. On continue, et là, ça va être un gros segment que je vais faire. Un gros segment que je vais faire parce que je suis pas content. Je suis pas content parce que j'ai vu que Arthur l'animateur, a partagé une story de Marie Saint-Filtre. Un post de Marie Saint-Filtre. Et Marie Saint-Filtre expliquait un truc sur ce post. Elle expliquait en fait pourquoi elle a été chassée d'une terrasse à Marseille. Alors, on va lire son histoire. Est-ce que j'ai été chassée ? La question qui revient sans cesse et me réveille dans cette nuit d'insomnie. Est-ce que j'ai été chassée de ce café parce que j'étais juive? C'est impossible. Et pourtant, je crois bien que c'est le cas, pardon. Hier, sur le Vieux-Port, je m'installe dans un café par hasard. 3 personnes en terrasse, oui, seulement 3. 2 jeunes femmes et un jeune homme. J'entends mon nom plusieurs fois. C'est Marie Saint-Filtre. Je souris de loin en regardant le menu, mais je comprends qu'on ne dit pas mon nom pour me saluer, mais qu'on me désigne pour indiquer ma présence ou m'invectiver. Je dois être parano. Je commande une moresque, prête au kiff d'un apéro dans cette ville que j'adore. Et à ce moment-là, j'entends crier très fort derrière moi en tapant du pied « Vive la lutte du peuple palestinien !» Et ce de plus en plus fort, jusqu'à ce que cela devienne
assourdissant. Un slogan légitime, libertaire, mais qui est crié de manière hostile, menaçante. Et je n'ai alors aucun doute qu'il est crié à mon encontre. On crie trop fort, on tape des pieds, et les rires sont moqueurs. Je sens tout de suite que c'est très grave. J'interromps ma commande au serveur, tremblante. Je me retourne et m'approche d'eux, les mains ouvertes vers eux. Souriante, je leur... Alors cette phrase, les mains ouvertes vers eux. Excusez-moi, qui fait ça dans la vie de tous les jours? Si vous... Qui va vers les... Bonjour. La go, elle s'est pris pour Jésus de Nazareth. Oh, Jésus de Nazareth. Bonjour. Vous avez vu, il y a une auréole autour de moi. En plus, Marie s'infiltre, bobo, parisienne et tout. Genre quand elle dit je souris quand j'entends que ça parle de moi, on sait qu'elle toise. On sait déjà qu'elle est pas dans le truc flânerie. Et là, elle s'invente un truc de... Bonjour, regardez les stigmates. Les stigmates de mes plaies. Car, comme l'a dit Matthieu selon saint Luc, Marie, quand elle s'infiltre pour tout le monde, afin d'apporter la paix et l'amour et l'allégresse à vous tous, mes frères et mes sœurs. Et lorsque Jean, ouais, tu connais, et donc, je me retourne et je m'approche d'eux, les mains ouvertes vers eux, ouvertes vers l'autochtone. Et t'as un vrai de vrai, toi, tu connais mon sketch. Oui, attends. Donc elle arrive les mains ouvertes et elle dit mais pourquoi me le crier là, tout de suite, maintenant? Je vois tout de suite à leur réaction qu'il n'y a aucun doute. Ils ne sont là que pour en découdre. Qu'ils ne sont attisés que par la haine et qu'ils m'ont choisi comme leur ennemi. Les propos sont totalement incohérents. Ils crient, n'arrêtent pas de me demander si j'ai un problème. Je leur demande plusieurs fois si la manif qu'ils viennent d'orchestrer m'est destinée, puisqu'ils n'arrêtaient pas de répéter mon nom avant de crier. 1 sur 3 avouent, les autres n'arrivent même pas à assumer ce qu'ils sont en train de faire. Je sens à leur violence, à leurs cris, à leurs regards, et à leur bouche toute pleine de grimaces. Tu sais, ils parlent comme ça, hein, à Marseille, tu connais, oh, Fala, oh, on m'a filtre, oh. Que ça peut vite mal tourner. Une situation qui dégénère par la bêtise et surtout par la soif de violence. On va te taper, vive Palestine. L'envie de haine, l'envie de guerre. Tu parles d'Israël? Ah non, pardon, merde. Je ne peux pas partir. Et il faut que je parte, car ça va dégénérer. Je ne dois surtout pas partir. Et il faut que je parte. Elle a cru qu'elle allait avoir Pulitzer ou Goncourt, hein, donc elle s'est lâchée sur l'écriture. Ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Ils n'ont envie que de ça. Et rien n'arrête l'envie de ça. Je pars donc pour respirer, pour m'éloigner de la bêtise, de la haine. Je pars donc, alors que je m'étais promis de jamais partir. Je marche sur le vieux port sous le choc. Est-ce que c'était une agression? Et merde, je comprends que j'ai peur. J'ai peur qu'on me reconnaisse en tant que juive et qu'on me considère en ennemi et que ma seule présence attise la haine et la violence, que je ne me sente pas totalement en sécurité. Et puis je me dis que c'est pas grave. Il ne faut plus trop revenir. Je ne suis plus la bienvenue. Tant pis. Je m'empiffre de pizza, court Julien. Je suis même un peu gêné de raconter ce qui vient de se passer aux amis que je rejoins. La flemme d'expliquer à quel point c'est grave ce qui vient de se passer. Pas pour moi, pas pour mon danger personnel. Elle est courageuse. Mais ce que ça dit du monde, la flemme qu'on puisse associer cette péripétie à un discours victimaire. Je veux pas me victimiser. Et c'est pour ça que j'ai fait un long post. Oh putain, il y a ma go sur Florence Mendez qui a mis un gros post. Attendez, on va lire un peu. Bref, la flemme une fois de plus d'être juive. La flemme de se justifier. La flemme. Vous ne savez pas ce que c'est, vous, de se dire que ça va s'arranger quand ça empire. Ouais, nous on sait pas. Nous, on sait grave pas. Nous on sait pas ce que c'est le rejet, on sait pas ce que c'est le racisme, la discrimination. Non, on sait pas, ouais. Oh, on sait pas, non. Nous on sait pas, nous. Toi tu sais mieux que nous. Heureusement, putain. Heureusement que t'es là.
de se dire que ça va... la flemme de s'expliquer, de se justifier, de se défendre, d'inventer une histoire. Oups, non, c'est pas ça, pardon, elle a pas dit. Mais l'insomnie a parlé pour moi, la colère m'a réveillé, colère envers moi-même, comme toujours. Demain matin, même si c'est trop tard, j'irai prendre mon café. Et je me fais cette promesse. T'inquiète, Zola est parmi nous, là, attention. Quoi qu'il se passe à Gaza, en Israël, en Chine, en Afghanistan, au Mali ou sur Tatooine, je dis bien quoi qu'il se passe, personne ne me chassera d'un café en France. Et là, on a une vidéo de Marie Saint-Philtre, celle qui m'a ouverte, hein, comme vous pouvez le voir, toujours dans l'amour, a pris son café finalement. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Comment vous dire? Comment vous dire? On va lire le message de Florence Mendes. Hop. Voilà, elle a pris la photo, c'est super. Alors, elle dit que jamais de sa vie on la chassera dans un café. Comme vous pouvez le constater de par ses écrits, elle n'a pas été chassée de ce café. Et c'est d'ailleurs ce qu'a souligné notre ami... Bonjour Tristesse, qui dit « Son témoignage même raconte qu'elle est partie d'elle-même. Pourquoi m'être chassée? Moi aussi, il y a des sionistes, ils m'ont regardé méchamment en tenant des propos méprisants à mon égard pendant que je me baignais à Seignos. Je veux mon article parisien. » Bah oui. Non mais, tu t'es fait chasser de quoi, Marie? Tu t'es fait chasser de Walou. C'est toi qui as décidé de partir. Parce que tu sentais que ça devenait trop hostile, etc. Mais vous connaissez votre gars. Il fait ses devoirs, hein, évidemment. Il y a... Alors attends. Il y a un message. Alors attends. Qui a été fait par rapport à ça justement. Voilà. Déjà, premier message de quelqu'un qui nous dit: bonsoir, j'étais assise à une table à côté et j'ai assisté à votre discussion avec ces jeunes gens qui ont juste entonné des chants en soutien à la Palestine. C'est vous qui êtes allé les voir pour demander des explications et c'est vous qui avez fait le choix de partir. Ils vous ont juste dit qu'ils étaient libres de chanter. Personne ne vous a agressé verbalement. Quelle manipulation, c'est d'une malhonnêteté totale. Je veux bien témoigner auprès de la Provence si vous le souhaitez. Bim. Ensuite, tiens, ça c'est un extrait d'article. Je crois que ça c'était dans quoi? Attends. Je vais demander la source de l'article. Ils ont pris un savon. Le lendemain, lundi 28 juillet, l'humoriste est bel et bien revenu s'installer au café où les faits se sont déroulés, comme l'indique sur son post Instagram. Je lui ai même coupé une étiquette qui dépassait d'un vêtement, sourit l'un des deux gérants du lieu. Le binôme éloigné des réseaux sociaux n'a pas eu vent de la médiatisation des événements. Il confirme que 3 militants pro-palestiniens, au sortir d'une manifestation de soutien à la population de Gaza, ont scandé des slogans à son arrivée. Ça a duré 3 minutes. Ce qu'elle raconte est vrai, même si c'est peut-être exagéré, confie l'un d'eux, qui rapporte avoir fait la morale aux perturbateurs. Ils ont pris un savon, mais il n'y avait pas de fond antisémite dans leurs propos, estime-t-il avant de regretter que l'artiste se soit senti obligé de partir. On ne veut pas de politique sur cette terrasse, on prône le vivre ensemble, assure-t-il. Donc encore une fois, il n'y avait pas d'antisémitisme et c'est pas parce que t'es juif que t'as pas pu prendre ton putain de café, c'est juste parce que t'es parano et t'es auto-centré, comme Arthur, comme d'ailleurs tous ceux qui soutiennent, hein, et vous allez voir pourquoi je dis comme Arthur, qui adore dire no news, no Jews en français, enfin no Jews, no news en français ça veut dire pas de juifs, donc pas d'actualité. Parce que évidemment les gens ils n'aiment que haïr les juifs parce qu'ils sont juifs, voilà. Et moi ce truc, j'ai l'impression vraiment qu'ils ont cru à cette histoire de peuple élu et qu'ils se l'appliquent tous les jours que Dieu fait. C'est quand même un scandale d'avoir des gens qui se sentent au-dessus de la mêlée comme ça, à croire qu'on est tous focus sur eux. Les gars, il y a un moment où il va falloir arrêter. Genre dans un état laïque, on part du principe que cette histoire de peuple élu ça n'existait pas, c'était pour rigoler, voilà. En tout cas, dans notre sphère de la République française, on peut pas se dire qu'il y a un peuple qui est plus élu que les autres. Voilà. Même si hein, il y a des peuples élus, ce sont donc dans la fonction publique ceux qui se mettent bien, évidemment. Je vais chercher à boire dans la cuisine, je suis chassé de mon salon, je te jure, c'est vraiment ça.
Non mais c'est scandaleux. Oh là 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 là. Et donc Mendes Florence, qu'est-ce qu'elle a dit? Parce qu'elle est toujours sans filtre, Mendes Florence, on l'aime bien Florence Mendes. Je ne ferai toujours que répéter que l'antisémitisme est inacceptable et doit être combattu comme toutes les formes de racisme. Par contre, je rappelle que le 7 octobre 2024, tu as posté que tu soutenais inconditionnellement la politique de Netanyahou. Inconditionnellement, ce sont tes propres mots. Si tu as été prise à partie parce que juif, c'est inacceptable. Mais ici, en l'occurrence, je pense que ce sont clairement tes positions en faveur du gouvernement israélien qui sont en cause. Soutien inconditionnel, ce sont tes mots. Ça ne justifie pas que tu te fasses agresser, et bien sûr que l'antisémitisme existe encore, et toujours malheureusement aujourd'hui, mais tu t'es déclaré en faveur de la mort de populations civiles. Marie, alors oui, ça suscite des réactions, pas par rapport au fait que tu es juive, mais par rapport au fait que tu as tenu des propos très choquants soutenant un génocide. Merci Florence. Merci. Ça fait plaisir. Drop de mic, voilà, je n'ai rien à ajouter. Je n'ai rien à ajouter. Alors, pour continuer là sur les vidéos incroyables, il y a aussi cette vidéo sur laquelle je suis tombé, qui avait été partagée par Cartman, un chroniqueur que j'aime beaucoup, animateur télé, etc., avec qui j'ai bossé, une pépite, hein, mais qui, depuis 1 an et demi, a décidé de follow Arthur et d'être plus calife que le calife, j'ai envie de dire, à partager tout un tas de choses vraiment de propagandistes pro-israéliens. Et là, la vidéo qu'il a partagée, ouais, non, mais vraiment, c'est hardcore, hein, il est à fond pro-israélien. Okay, il a décidé de prendre les patins de son boss. Et là, il a partagé cette vidéo-là. Cette vidéo-là, elle est en anglais. Je vais essayer de vous la traduire du mieux que je peux. Mais il a partagé ça en mode drop de mic, hein. C'est une discussion entre deux personnes. Il y en a un, apparemment, c'est un homme de foi, un rabbin. Et un autre gars, Ilan Mualem. Alors attends, on va regarder qui c'est. Ilan Mualem, c'est qui? C'est quoi cette affaire? Mualem. C'est un acteur. D'accord, voilà. C'est un acteur qui est américain. Voilà, et qui apparemment aussi pro-israélien. Et regardez la vidéo qu'il a partagée. Non mais... Et c'est pour ça que quand je vous disais cette histoire de peuple élu, il va falloir leur dire, les gars, vous pouvez pas l'appliquer au sein de la société. Vous pouvez l'appliquer à la maison et tout. Ouais, les gars, hein, pas vrai qu'on est élu et tout, il n'y a pas de souci. Mais genre dans l'espace public, genre juste c'est flippant. Regardez. J'ai vu un rabbin qui... Alors Red Dark nous dit, j'ai vu un rabbin qui débunkait cette histoire de peuple élu. C'est une mauvaise traduction grecque à tendance antisémite. C'était écrit peuple choisi pour une mission et c'est les Grecs à l'époque qui ont traduit par peuple élu pour discréditer les Juifs. Ah, intéressant. Mais je sais que Dr H avait pareil aussi expliqué que c'était une interprétation, mais que c'était pas au sens vous êtes the chosen one et les autres c'est de la merde. Bah, parce que sinon ça en dit long. T'imagines s'il y a des gens qui pensent ça, bah ça veut dire que ça peut expliquer tout un tas de choses, des comportements de bâtards et tout, donc ce serait trop bizarre. Bref, allez c'est parti, on écoute cette vidéo incroyable. Là le mec il dit, il y a des gens qui disent que les juifs devraient devraient quitter la terre et aller sur la lune. Alors allons tentons de faire une simulation et de s'imaginer que tous les juifs vont quitter la terre pour aller sur la lune. All the doctors, all the innovators, all the scientists. Tous les docteurs, tous les innovateurs, tous les scientifiques. Well, immediately people would be very happy. Bon, au début, tout le monde serait super content. You'd see people like Tucker Carlson. Les gens comme Tucker Carlson, Candace Owens, Jake Shields, ils considéraient ça comme une grosse victoire. Et ils vont tous se réjouir. Ah oui, le diable juif, les gens ne peuvent plus les contrôler. Maintenant, ça y est, ils ne nous contrôlent plus. Maintenant, dans un très court timing, la Lune deviendrait technologiquement ultra avancée. Et en effet, la Terre deviendrait jalouse de la Lune. Et il ne faudrait pas beaucoup de temps pour la Terre d'envoyer ces gens sur la Lune et de demander
claim to the indigenous to it, et de demander la propriété de cette terre, et que les Juifs qui les occupent n'ont pas à être dessus. Et dans un temps très court, ils vont même probablement attaquer la Lune, et ils vont perdre. Et ensuite, ils vont se plaindre, accuser la Lune de la guerre. Et malgré les attaques sur la guerre, sur la Lune, les Juifs diraient: mais vous pouvez venir vivre chez nous sur la Lune si vous voulez coexister. Juste coexister. Mais les gens ne voudraient pas accepter ça. Et ils continueraient d'appeler les Juifs les colons. Et dire qu'ils ne méritent pas la Lune, que ça leur revient. Non mais c'est dingue, la vidéo, elle est lunaire. Et qu'il n'y a aucune opportunité de coexistence avec les Juifs sur la Lune parce qu'elle appartient à la Terre. Et dans un court laps de temps, beaucoup de religions prendraient avantage de cette démocratie et de cette propagande à travers les pays occidentaux. Il l'aurait détruit et care will accept it in fact will blame the moon people. Ah oui, et puis du coup en fait après ils vont vraiment il va y avoir de plus en plus d'actes terroristes sur Terre parce que ça va partir en couille, et que du coup la Terre, elle va accuser les Juifs de la Lune d'être responsables du terrorisme sur Terre. Et dire que ces extrémistes qui sont sur Terre, c'est à cause des Juifs qui sont sur la Lune. Et dans les derniers moments de la Terre, avant qu'elle explose, ils regarderont dans le ciel, ils regarderont la Lune, avec tous ses accomplissements, et toute sa technologie, et sa paix. Et ils seront en train de pleurer, et d'accuser la Lune de leur propre destruction. Et là, le mec en face, il dit: brillant, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Le gars, il t'a inventé une histoire, et Cartman, il a partagé ça premier degré. Frérot, t'es Corse. Les Corses, ils ont reconnu la Palestine, alors que c'est même pas un État. Les mecs, ils ont dit: ouais, nous, on reconnaît la Palestine. J'adore les Corses. Toi, tu partages... Et brillant. Brillant. Le mec, il t'a inventé une fiction où il te dit qu'il y a un peuple sur Terre qui possède des scientifiques, tous les innovateurs, tous les médecins, et qu'en allant sur la Lune, c'est grâce à... Enfin, parce que c'est-à-dire que, en fait, en gros, il est en train de nous dire que sans les Juifs sur Terre, on n'aurait aucune avancée technologique, et que s'ils partent sur la Lune, il y aurait une avancée de dingue, et que la Terre, elle partirait en vrille. Et c'est à quelle heure tu peux croire que c'est normal de dire ça? Mais pour qui tu te prends? C'est pour ça que quand je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y en a dans la communauté qui pensent être vraiment le peuple élu. C'est pas des vannes. Regardez ce que le Boug a dit dans le plus grand des silences. Vidéo partagée, surpartagée, qui fait des millions de vues dans le plus grand des silences, et vous êtes persuadés de votre connerie. C'est-à-dire que la race humaine n'existe pas pour vous. Il y a votre communauté et les autres. Et sans la vôtre, les autres n'existent pas. Mais non, mais vous n'existez pas sans les autres, et inversement. Vous êtes juste humain. C'est grave de partager ça. Vous êtes ravagé. La vie de ma mère, c'est dingue de dire ça. Parce que imaginez maintenant si des gens avaient tenu ces mêmes propos, ce même storytelling. Pour moi, des gens qui se placent comme ça, c'est le storytelling des nazis, tu sais, qui créent la race aryenne, et que sans nous, avec cette race parfaite, vous n'êtes rien, machin, faut... Là, c'est l'équivalent. Et vous êtes matrixé à croire que c'est normal de penser comme ça. Parce que pour l'instant, vous êtes dans un siège qui est confortable, où on accepte de vous entendre dire ce genre de choses parce que vous êtes très bien installé. Mais ça va pas durer. Pensez à après, quoi. Le jour de la Cuenta, ça va être chaud. Le jour de la Cuenta, ça va être chaud. Je suis choqué de ce que je viens de vous lire péniblement, hein, parce que je le traduisais en même temps. Mais... Et là, tu vois, je vais vous montrer une vidéo de Barbara Lefebvre. Écoutez son argument face à quelqu'un qui lui dit que c'est grave ce qui se passe
à Gaza. Bien sûr que la libération des otages, elle est, il le faut. Et c'est pas un préalable, la démilitarisation du Hamas non plus? Oui, mais ça, tout le monde est Non, mais d'accord. attendez, parce que on parle tout le temps du Hamas. Et Ah oui, c'est lui qui dirige. Non, mais attendez, laissez-moi juste. Moi, j'en ai marre qu'on parle du Hamas. À un moment donné, il y a des milliers et des milliers d'enfants qui crèvent, qui n'ont pas à manger. On est humain. Je sais pas, on a un cœur, on a des enfants, on a. Ben oui, le Hamas devrait sauver son peuple. On tue des enfants, on affame des milliers de gens. Et nous, la France, pays de paix, pays de fraternité, on est là, on regarde sur YouTube, à la télé, on va rien faire. Et à un moment donné, c'est un massacre à ciel ouvert. Moi, quand je regardais des reportages sur la Shoah, sur ce qui s'est passé sur 39-45, sur ce que les Allemands ont fait, mais j'avais mal. Ah ouais. Et la là, nazification d'Israël, on connaît, monsieur. La nazification d'Israël, on connaît, monsieur. Lui, on est en direct. On regarde ce qui se passe. Mais arrêtez, c'est faux ce que vous voyez, c'est de l'IA. Eh ben, à un moment donné, non. Quand vous voyez les images au Soudan, ça vous fait penser au camp d'extermination aussi? D'accord. Bah non, je sais pas. Non, mais on peut être. C'est à géométrie variable, apparemment. Non, mais on peut être choqué quand même par ce qui se passe à Gaza. Qui t'a dit que j'étais pas choqué? Non, depuis tout à l'heure, Barbara, t'es pas choquée en fait. Bah, t'es pas choqué du tout, cousine. Rien demandé. Mais qui a dit que je n'étais pas choqué? Le Hamas est le responsable principal de ce qui arrive au peuple palestinien. Aujourd'hui, c'est pas le Hamas qui bombarde Israël. Aujourd'hui, c'est pas Hamas. C'est pas le Hamas qui bombarde, c'est pas le Hamas qui affame les gens là-bas. À un moment donné, il faut que les deux. Non, mais il faut que les deux. Ok, on est d'accord, mais c'est deux. En fait, aujourd'hui, il y a deux protagonistes. Il n'y en a pas qu'un seul. C'est pas que le Hamas. Et puis, il se trouve, c'est un sujet. Moi, j'entends bien que tu hausses les épaules sur l'AFP. Mais à un moment donné, l'AFP, c'est pas une union de trucs de gauchistes. Quand l'AFP dit que ces gens sont en train de crever de faim avec des gens qui meurent de faim, c'est pas des gauchistes. Cette semaine, moi. L'AFP, c'est pas des gauchistes, t'as vu comme elle cherche. J'ai vu une image d'un Elle a zéro argument pour faire ça. Juste, on l'a autorisé à être de mauvaise foi et de considérer ça comme une parole qui peut valoir la parole d'un journaliste, tu vois. Qui était un vieux monsieur dans une file d'attente pour avoir à manger, il est mort de faim en attendant. On voit des images aujourd'hui qui sont insoutenables. Aujourd'hui, on peut être elle s'en bat les couilles, hein. Bon français, une bonne personne, une personne humaine et dire que le Hamas, ils arrêtent et qu'aujourd'hui il faut éradiquer le Hamas, on est d'accord, mais qu'il faut aussi qu'Israël et Netanyahou arrêtent de tuer et d'assassiner les gens. On s'arrête là. Cette émotivité à géométrie variable, les peuples d'Afrique qui subissent ils en avaient rien. Bah toi non plus en fait, t'en as rien à foutre. C'est ça qui est marrant. Mais vous en avez rien à dit un mot sur les bombardements d'Israël. Mais si, je t'ai dit qu'il dit toi-même qu'il libère les otages et ça s'arrête dans la minute. Qu'il libère les otages, ça s'arrête dans la minute. On n'est pas sûr. C'est le Hamas qui veut pas libérer. C'est pas Israël. C'est terminé. Oh là 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 là, les matrixés. Donc voilà. Pourquoi je vous montre cet extrait? Parce que elle a dit cette indignation à géométrie variable en parlant des peuples d'Afrique. Et c'est ça en fait que je vais traiter avec vous. Parce qu'il y a cette phrase d'Arthur qui l'a tweeté où il dit et zéro indignation, no Jews, no news, en parlant de cet article du Parisien où il y a écrit 43 personnes tuées à la machette dans une église en République démocratique du Congo. Et zéro indignation, no news, no Jews, no news. Donc ça veut dire qu'il pense que si on parle tout le temps du massacre que fait Israël sur la population palestinienne, c'est uniquement parce que les Israéliens sont juifs. Et que si ça n'avait pas été des juifs, on n'en parlerait pas. Et pour argument, il dit la preuve, 43 personnes tuées à la machette dans une église en République démocratique du Congo, et personne n'en parle. Ça prouve bien que quand c'est pas des juifs, tout le monde s'en fout. Alors, je vais vous répondre très simplement, je l'avais déjà dit pour les gens qui ont l'habitude de suivre ici, mais pour les nouveaux qui débarquent, je vais même isoler ce passage parce que je pense qu'il est intéressant à être utilisé comme argument pour toutes les personnes qui vous diraient d'aventure ce même type d'argument. Pourquoi on parle... D'ailleurs, il parle du Congo. Alors déjà, je pense que la majorité des gens ne savent pas ce qui se passe. L'Est de la République démocratique du Congo,
notamment autour du nord Kivu et de Goma. C'est une zone qui est riche en minerais et qui est aussi très instable politiquement. Pourquoi c'est important? Parce que c'est là que se trouve 60% du coltan mondial. Donc en gros, hein, là actuellement tu me regardes avec ton téléphone portable ou avec ton ordi ou tu joues à la PlayStation 5 en même temps. Bon voilà, c'est le coltan, ça vient de là. Ça te permet, en fait c'est un isolant qui permet de faire en sorte que normalement, si je dis pas de bêtises, que ça ne surchauffe pas. Donc en gros, le coltan, il est nécessaire dans les sociétés, notamment dans le monde entier, et notamment chez les occidentaux, où on n'utilise que du matériel voilà, à base de coltan. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller vraiment deep down, hein, parce que Arthur dit qu'on ne parle pas du Congo parce qu'il n'y a pas de juifs. Mais je suis obligé d'abord de vous expliquer ça, comme ça au moins vous le saurez. Il y a une milice qui s'appelle la M23. C'est un groupe rebelle, majoritairement Tutsi, une ethnie, accusant le gouvernement de discrimination ethnique, le gouvernement congolais, et de ne pas avoir respecté les accords de paix signés en 2009, le 23 mars, d'où leur blaze M23. Et le gouvernement congolais, donc avec l'appui d'autres pays comme l'Afrique du Sud, le Burundi, etc., et autrefois les forces est-africaines, est donc en opposition avec la milice M23. Voilà. Et en fait, pourquoi ça pète en gros? Parce qu'il y a une région qui est ultra riche en ressources minières, donc coltan, or, étain. Donc tu as des groupes armés et des États voisins comme le Rwanda qui sont accusés de vouloir s'accaparer ces richesses et donc de soutenir la M23 qui déstabilise un peu le truc. Et c'est une guerre qui est larvée depuis 30 ans où chaque groupe veut sa part du gâteau. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir le M23, donc qui est en fight avec le gouvernement. Le Rwanda dément. Mais beaucoup d'analystes disent que c'est pas que de la paranoïa. Bon, le bilan humain, il est hardcore. 6,9 millions de personnes qui ont été déplacées à l'intérieur du pays, des camps surpeuplés, des routes bloquées, des familles affamées. Et le programme alimentaire mondial alerte que si rien ne change, des morts par famine sont à prévoir. En fait, le Goma dans tout ça, donc je vous en parlais, cette ville, c'est pas juste une ville, hein, c'est un hub économique et stratégique, c'est une base de l'ONU, c'est un point clé pour l'aide humanitaire, et surtout, celui qui contrôle Goma contrôle le game. Est-ce que la paix est possible? La M23, ce qu'elle veut, c'est être intégrée à l'armée congolaise, elle veut devenir un parti politique officiel, elle veut négocier. Mais le gouvernement, je vais bien dire le nom, Tshisekedi, dit pas de négociation avec les rebelles armés. Résultat, impasse totale. Donc, la République démocratique du Congo, c'est pas un pays qui est en guerre, enfin, du moins qui est en guerre contre un autre pays. C'est, même si le Rwanda déstabilise et qu'il y en a d'autres qui essayent de tirer leur épingle du jeu, en fait, c'est un pays qui est pillé sous couvert de guerre. Tant que les ressources feront tourner la tech mondiale, les fusils continueront de chauffer, etc., évidemment, les Occidentaux ont leur part de responsabilité là-dedans. Et donc, l'argument bidon des sionistes radicaux, c'est de dire, comme vous l'avez entendu avec Arthur ou Barbara Lefebvre, c'est de dire, et le Congo alors, pourquoi on s'indigne pas? Parce qu'en fait, tu vois, il y a beaucoup de sionistes, comme vous pouvez le voir, qui expliquent voilà, que donc, comme je vous l'ai dit, on parle de Gaza uniquement parce que c'est Israël, on parle jamais du Congo, parce qu'il n'y a pas de juifs là-bas, et ça, c'est une inversion totale des rôles. Parce que déjà, comparer Gaza et le Congo, c'est absurde. En République démocratique du Congo, on est dans une guerre complexe avec des groupes rebelles, des États voisins, des ressources minières, un conflit ethnique et des intérêts géopolitiques. En Palestine, on parle d'une puissance militaire coloniale qui est soutenue par les pays les plus riches de la planète, qui massacre une population occupée, assassinat à huis clos avec blocus, famine organisée, destruction d'hôpitaux, occupation dénoncée par l'ONU depuis des décennies, les ONG, etc. C'est pas le même cadre juridique, c'est pas la même violence, c'est pas le même silence. Pourquoi nous, on parle tout le temps de Gaza, en France notamment? Je parle du prisme français dans l'espace médiatique. Pourquoi nous, quand on regarde les infos, quand on regarde les médias, on se sent obligé sur nos réseaux de soutenir? Parce que en France, personne... Pourquoi on se sent obligé de soutenir les Palestiniens et pas le peuple congolais qui souffre ou soudanais? Notamment, et là je reste sur le Congo pour pas qu'on se perde, personne en France ne passe à la télé pour justifier les massacres au Congo. C'est la seule réponse.
Et j'espère que, a priori, il écoute et voit tout ce que je fais, vu les messages que je reçois, que tu captes bien ce truc-là. On s'en bat les couilles de la confession, nous. On s'en bat les couilles. Par contre, à la télévision, dans les médias, il y a des gens qui légitiment. Et c'est ça qui nous rend ouf, en fait. Personne en France ne passe à la télé pour justifier les massacres au Congo. Il n'y a aucun lobby qui existe et qui défend le M23. Sur aucun plateau télé, on invite des porte-paroles pour dire oui, c'est la faute des Congolais et du gouvernement. Personne ne te traite d'anti-subsaharien si tu dénonces ce qui se passe là-bas. Personne, quand tu commences à prendre la parole, te dit est-ce que vous condamnez le M23? Vous condamnez le M23? Est-ce que vous condamnez le M23? Personne ne fait ça à la télévision française. Citez-moi un éditorialiste ou une éditorialiste, essayiste, journaliste, à la Barbara Lefebvre, Caroline Forest, etc., Antoven et compagnie, qui est invité quotidiennement sur des médias français et qui parle du Congo ou du Soudan en légitimant soit ce que fait au Congo le M23, ou soit ce que font les forces du général Emeti. Du général Emeti avec sa milice là, je sais plus quoi, les forces de soutien rapide, voilà, cherchez leur nom. Citez-moi une personne qui est invitée à la télévision et qui parle et qui soutient le M23 ou le FSR. Voilà. Il n'y en a pas. Cherchez pas, il n'y en a pas, je vous fais gagner du temps. Donc au contraire, tout le monde s'en fout d'une part, et c'est précisément d'ailleurs pour ça que le Congo est absent de tous les débats, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de juifs. C'est tout. C'est pas parce que. C'est juste parce qu'il n'y a pas de lobby ultra structuré qui est en train de légitimer l'horreur qui se passe, contrairement à ce qu'on se voit avec la propagande pro-palestinienne, pro-israélienne en France. Tout simplement. Et Nafta a raison, on rajoute aussi que Bolloré a des rapports néocoloniaux avec l'Afrique, donc ça les arrange pas trop qu'on parle des problèmes coloniaux là-bas. Mais la vraie question, c'est pourquoi certains essaient de détourner le sujet de Gaza, comme Lefebvre ou Arthur. Parce que quand tu parles du génocide en cours, on dit oui, et le Congo, c'est ce qu'ils sont en train de faire tout le temps. Mais oui, le Congo, et ceux qui posent la question, comme Arthur, comme Barbara, ne parlent jamais du Congo eux-mêmes, ne parlent jamais du Soudan eux-mêmes. Ils ne savent même pas le situer sur une carte et ils ne savent même pas ce qui se passe là-bas. Parce que t'as bien vu, c'est compliqué, j'ai essayé de le faire. Donc c'est pas une compassion qui est sincère en vérité. C'est juste une technique de diversion pour faire taire la critique légitime contre Israël. Donc, je suis désolé, mais il n'y a pas de Congolais qui viennent te casser les couilles pour que tu justifies les massacres dans le Kivu. Mais il y a des éditos entiers, des ministres, de députés, de chroniqueurs qui passent leur journée à te demander de dire Israël a le droit de se défendre, est-ce que vous condamnez le Hamas? Donc c'est pas une comparaison, c'est une escroquerie. Tout simplement. Voilà pourquoi on parle plus de Gaza que du Congo. J'ai rien à ajouter. On va attaquer... Attends, le no comment, je regarde si je l'ai. Ah oui, le no comment. Non, pas tout de suite, je suis con. Un autre petit scan que je vais faire sur une vidéo que j'ai vue, là, deux vidéos de Charlotte Dornelas et de Naïma M. Fadel. Naïma M. Fadel, je la connaissais pas, c'est essayiste, hein, quand on sait pas trop ce que les gens font. On va commencer par Charlotte Dornelas. Qu'est-ce qu'elle nous dit là? CNews qui refuse tout lien entre pauvreté et délinquance. On va écouter cette vidéo, tiens, c'est intéressant. Simplement, quand vous avez une surreprésentation de l'immigration à ce point dans la délinquance, c'est une cause qu'il faut traiter. En un mot, Nathan Devers, puisque Marc Toiti nous attend. En un mot, j'entends bien ce que vous dites, mais en l'occurrence, dans le débat public, quel est, parmi tous les facteurs explicatifs possibles que vous avez cités,
quel est celui qui est, pour le coup, surreprésenté dans le débat public concernant la délinquance? Vous plaisantez. Est-ce que vous avez déjà vu des débats dans des médias, avec des politiques, etc., sur le lien, par exemple, pauvreté-délinquance? Non. Le sujet aujourd'hui clivant, central. Vous avez grandi dans quel pays? Vous pensez qu'on parle de la question migratoire et de la délinquance? Vous prenez le débat public. Trouvez-moi les replays, hein, s'il vous plaît, Nathan, parce que j'ai dû manquer quelque chose ces dernières années. Trouvez-moi les replays où j'ai envie de vraiment te gifler avec du cheesecake de fromage, de chibre. Cette mauvaise foi, les gars, ils passent leur temps à te dire il faut arrêter avec l'immigration, la délinquance ouvre et tout. Et là, trouvez-moi n'importe quoi. Nous, on n'arrête pas de dire que c'est à cause de... Tu sais, alors que juste avant, elle était en train de le dire qu'il y avait un lien entre immigration et délinquance. Non, on n'arrête pas de dire. On n'arrête pas de dire que c'est à cause de... On n'arrête pas de dire que c'est à cause de la pauvreté. Trouvez-moi quelqu'un qui dit le contraire. Aujourd'hui, si par exemple, je ne sais pas si Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, Emmanuel Macron faisaient une déclaration en disant la délinquance est le fruit de la pauvreté. Mais Emmanuel Macron a fait 20 fois. Que ça. Il l'a fait. Emmanuel Macron me l'a dit 20 fois. Oh, les menteurs. Emmanuel Macron... Après les émeutes urbaines de 2023, il vous dit que... Il a dit ça après les émeutes urbaines de 2023. Il a un entretien dans le Figaro, dans son avion, non, où il dit il y a une crise de décivilisation. Il a repris donc le mot décivilisation, qui était un peu la suite du mot en sous-vêtement, en atténuation. Et l'oisiveté, c'est quoi? L'oisiveté, c'est quoi? Bah, ça n'a rien à voir avec... Et l'oisiveté, bah, c'est quoi le rapport avec la pauvreté et l'oisiveté? Attends, il m'a cassé les couilles là, il m'a énervé. Allez, chacal, définition, oisiveté. Hop. L'oisiveté désigne l'état d'une personne qui ne fait rien, momentanément ou de façon durable, qui n'a pas d'occupation précise et qui n'exerce pas de profession. Vas-y. Ferme-la, genre, vraiment. Hop, on reprend. Il en a fait 17 000 d'entretiens temps de verre. 17 000, allez. Avant, on avait les 70%, maintenant c'est 10. En entretien d'analyse des émeutes de 2023, il parle très peu de la pauvreté. Je ne lui reproche pas, je constate, mais c'est pas grave. Mais si quelqu'un disait ça, juste ça, si un politique disait il y a un lien entre pauvreté et délinquance, il serait évidemment une En tout cas, il serait pas là-dedans. Voilà, vous avez vu un peu la grosse merde que c'est. Bien sûr, la mauvaise foi de CNews qui ne fait tout sauf du journalisme, hein, encore une fois, là, comme vous pouvez le constater. La charte de Munich, elle est pas traduite en français, elle est qu'en allemand, elle nous regarde pas. Écoutez, je crois que Jules a... Nouveau Pokémon débloqué. Sur Snapchat, on m'a dit en plus que cette personne vient d'une famille bourgeoise et qu'elle a eu une espèce de poste un peu genre... un poste dans la fonction publique, mais comment on appelle ça là, tu sais là, le taf fictif quoi, un emploi quasiment fictif, voilà. A tout dit, mais cette... CNews, en tout cas, je tiens à saluer le centre de formation d'arabe il travaille d'arrache-pied vraiment sur ce centre de formation d'arabe, prêt à aller dans le sens qu'il souhaite, hein. Ça, c'est quand même assez dingue. De contre-société qui est bien installée aujourd'hui, et je crains qu'on ait vraiment du mal. Évidemment, quand on sait pas ce qu'on... Essayiste, hein, voilà. Au cas où, évidemment, essayiste. À l'endiguer, elle est due à ses 40 ans, tout simplement, de laxisme et d'excuses sociales. Aujourd'hui, on a des quartiers qui sont des enclaves, qui obéissent à une omerta, à un système, effectivement, un écosystème qui s'est mis en place, dont bénéficient certains habitants aussi, effectivement, vous l'avez cité, hein, on paye les mères nourrices, il y a aussi tous ces petits-enfants, parce qu'aujourd'hui c'est de 9-10 ans, des enfants qui font le chouf, qui font le guet, etc. Il y a une omerta parce que effectivement les habitants y vivent, hein, avec ces délinquants, hein, faut dire les choses, ils sortent, hein, ça vit, il y a les commerces, etc. Mais je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. C'est une réalité, et en plus quand vous dites, Jules, que les maires sont vraiment démunis et qu'ils ont des difficultés, certains maires,
excusez-moi de le dire ainsi, sont aussi complices. Et ils ont mis aussi en place, que j'allais dire, une espèce de millefeuille avec le système des grands frères, des médiateurs, etc., à qui on achète aussi la paix sociale en leur offrant des emplois, et l'État aussi. Attends, là, elle est en train de dire que les maires, ils sont responsables parce que ils confient des jobs à des grands frères, etc. On achète la paix sociale. Après, tout se passe bien, il n'y a pas d'embrouille, enfin c'est n'importe quoi. L'État a mis en place aussi ce qu'on appelle les contrats aidés. Il fallait absolument embaucher des habitants du quartier. Donc en fait, ce millefeuille, il a été aussi voulu. Donc mais elle est en train de parler des contrats aidés. Du coup, il fallait faire des contrats, mais pas aidés en fait. Fallait pas aider. Parce que c'est à cause de tout ça hein, que après la situation se complique. Notre soi, il a été aussi voulu. Donc le communautarisme, il a été aussi encouragé. C'est ça la triste réalité. Je sais pas, je vous avoue, comment on peut aujourd'hui endiguer ce phénomène, à moins d'y mettre vraiment les moyens. Bon, encore une fois, comme vous pouvez le constater, on a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre l'origine de la violence parce qu'on n'aime pas faire appel à des sociologues, des anthropologues et des gens qui cherchent. Des gens dont c'est le métier, tu vois. Donc. En fait, on va aller très vite hein, parce que ça fait déjà longtemps qu'on est sur cet épisode, mais c'est intéressant de prendre le temps parfois. Déjà, on n'est pas submergé. Alors déjà, parce que lien immigration-délinquance. Allez, c'est parti. Parce que évidemment, les cons, ils font quoi? Ils prennent des stats. Ils regardent sur les 10 dernières années. Ah, l'augmentation de la délinquance. Ah, il y a l'augmentation de l'immigration. Bon, bah alors, c'est lié. Voilà. Ça s'appelle du concordisme. Hein. C'est la lecture basique. Tu peux le faire avec le nombre d'escape games qui ont ouvert dans Paris et la délinquance. Hein. Donc ça marche, c'est très con à faire. Bref. Donc déjà, d'une, on n'est pas submergé hein, par les immigrés. On a un taux en moyenne de 10,3%. Hein, en France, la moyenne de l'OCDE, de l'Union Européenne, c'est 13%. C'est stable depuis 30 ans. Et majoritairement, hein, des immigrés, c'est des gens qui sont réguliers, qui sont installés depuis longtemps. Et en 2023, l'INSEE te dit qu'il y a 7,3 millions d'immigrés, donc 10,7% de la population, et 5,6 millions d'étrangers. Voilà. Et c'est stable. Dans la moyenne de l'UE. Voilà. C'est pas une vague, c'est une marée basse qu'on fantasme comme un tsunami en gros. Donc l'immigration n'explose pas en France. Donc il n'y a pas une submersion, etc. Les chiffres sont stables, sont encadrés par la loi. Il y a un impact réel qui est maîtrisé, comparable aux moyennes de l'OCDE. Ok. Ensuite, niveau violence, on est comment? Là, c'est intéressant. De dire que plus il y a d'immigrés, plus il y a de la violence, c'est faux et c'est raciste. 80 à 85% des délits qui sont commis en France sont faits par des nationaux. Voilà. Les étrangers, ils sont surreprésentés dans certaines infractions. Ces infractions au logement et au papier. Pas sur les violences graves. Donc être sans papier, c'est pas être criminel, voilà. Juste pour info. Le centre, et ça je l'avais déjà dit hein, ici, mais le centre d'études prospectives et d'information internationale, la CEPI, qui est rattaché au service du Premier ministre, assure que les immigrés ne sont pas à l'origine d'une augmentation du taux d'infraction dans le pays d'accueil. Et pour étayer leurs propos, les auteurs, les économistes comme Arnaud Philippe, Jérôme Valette dresse un état des lieux des travaux de la recherche sur le sujet dans plusieurs pays et constate qu'aucune étude ne trouve d'effet de l'immigration sur la délinquance. C'était en 2023. Donc, arrêtez de tout le temps partager ça. En revanche, la précarité, ouais. Tiens, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui vont dire hey, tous les pauvres ne commettent pas des délits, donc ça justifie pas tout. Il y a bien un problème en banlieue, machin. Alors, il y a un lien. C'est que, oui, immigration, donc on pense à des Noirs et des Arabes, des gens racisés, je sais, j'aime pas ce terme. En fait, les gens noirs et arabes qui sont en prison pour des actes de délinquance, c'est pas des Noirs et des Arabes qui sont juste Noirs et Arabes. C'est avant tout des pauvres ou qui viennent de milieux populaires, de milieux difficiles.
de précarité. Voilà. Ils sont dans des situations très précaires. Parce que, évidemment, les Noirs et les Arabes qui ne sont pas dans ces situations-là, ben, ils ne sont pas surreprésentés en prison. Les Renois et les Rebeux qui ont grandi dans le 7e arrondissement, dans des belles familles, alors il y en a qui vont faire des conneries, hein. Mais globalement, c'est pas ceux qui sont surreprésentés dans les prisons. Donc, en fait, le point commun avec la délinquance et tous les délinquants, c'est la précarité, la pauvreté. Le fait de te dire, putain, t'es dans la merde, dans un quartier de merde, où t'es laissé à l'abandon, où t'es loin de tout, et où tu n'as pas l'impression d'avoir de perspective d'avenir. Et en plus de ça, tu galères à manger. Il faut savoir qu'en France, ça je vous l'avais déjà dit, il y avait l'équivalent des racailles de banlieue, hein. Mais c'était pas des Noirs et des Arabes. Genre, je pense aux blousons noirs dans les années 50-60, issus des quartiers populaires, qui se retrouvent en bande pour commettre des vols, de vandalisme, de bastons, etc. Ils étaient très peu diplômés, ils étaient chômeurs, fils d'ouvriers, classe sociale populaire, rupture avec l'école. Après, il y avait les Apaches, sous l'autorité d'un chef qu'on appelle une terreur, début du XXe siècle, délinquants entre 15 et 20 ans, à Belleville, à la Goutte d'Or, à Paris. Marginalisés, sans emploi, sans perspective d'avenir, qui préféraient traîner en bande plutôt que de travailler pour un patron, et la presse les pointait régulièrement du doigt, et exagérait même les méfaits. On a eu les Gavroches au 19e siècle, c'était des enfants abandonnés, issus de quartiers ouvriers, de Paris qui volaient, on les traitait de danger, de vermine sans avenir. On a eu les Scuttlers, ça c'était à Manchester, en Angleterre, c'était le même genre de gars qui se baladaient armés, problème avec l'alcoolisme, le logement, le chômage. Et la cour des miracles au XVIIe siècle, vous connaissez cette expression, ben, c'était à Paris, on retrouvait des mendiants, des violeurs, des prostituées, et ils étaient accusés par la bourgeoisie de créer un sous-monde. Et il y a les canuts de Lyon, etc. Donc la délinquance, elle est liée à une situation précaire et aux quartiers populaires dans lesquels tu vis. Les dernières vagues de migration en France se sont retrouvées dans ces quartiers. C'est des gens qui ont été appelés pour faire déjà de la chair à canon pendant la Seconde Guerre mondiale, puis ensuite pour reconstruire le pays, parce que c'était une main-d'œuvre qui était moins chère, et on les a parqués dans ces endroits en disant que c'était provisoire. Finalement, ils se sont enlisés dans ces endroits-là, qui se sont délités, qui ont périclité, et ça a donné des quartiers populaires, des banlieues qui sont compliquées à gérer, qui sont difficiles, et qui, du coup, sont des zones de précarité maximale qui facilitent les comportements déviants. Voilà, donc si j'ai pu aider un peu le journalisme, je suis content. Je vous invite à ressortir évidemment ces arguments. On passe aux no comment. Ça va péter. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, tout simplement. Moi non plus d'ailleurs. Et c'est parti, donc dans le chat, vous pouvez mettre que des emojis. Alors, 114 avocats déposent plainte contre l'État français qu'ils accusent de complicité dans le génocide en cours à Gaza. Cette nuit, au point de passage de Kerem Shalom en Israël, des manifestants israéliens ont de nouveau tenté de bloquer les camions transportant de l'aide humanitaire destinée à la population affamée de Gaza. Et enfin, le président colombien a donné pour instruction à l'armée d'intercepter tout navire commercial transportant du charbon à destination d'Israël. Très bien. Allez, pour finir, un peu de miel. Alors une vidéo, là, pour le coup, ça n'a pas un miel satisfaisant, mais c'est un peu la gênance. Un peu un malaise TV. Moi, j'aime bien les malaises TV. Là, c'est Thierry Reboul, qui était le directeur de la création et des cérémonies de Paris 2024, donc qui a fait le gros Barnum sous la houlette de Thomas Joly, qui annonce en exclusivité sur TF1 en fait, t'as Christophe Beaugrand donc, qui l'interviewe et qui lui dit alors, vous devez être sollicité, alors vous allez faire quoi, machin. Et parfois, faut pas trop forcer quand le gars te dit non, 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 parce que ça donne un moment gênant. Je laisse regarder. Et justement, vous avez des projets, vous êtes sur des projets, j'imagine que vous devez crouler sous les propositions. Alors oui, on en a pas mal. On dit beaucoup non. Parce qu'on cherche. Moi, j'ai toujours voulu faire plus gros que la fois d'avant. Là, c'est un peu... Ah là, ça va être difficile là. Donc il faut faire différent.
Et voilà, je viens d'accepter, vous voyez, c'est un scoop, la proposition de la maire de Paris de prendre la direction artistique, ça n'a rien à voir, du 10e anniversaire des attentats du 13 novembre. D'accord. Oui, ce qui va être un événement très important, évidemment moins festif que ce dont on parle là, mais qui là encore a marqué les Français et a marqué une partie du monde aussi. Donc c'est vous qui vous occuperez de ça. Exactement. Et justement, vous avez des projets, vous êtes sur des... Je pense qu'il devait être dégoûté, Miskin, quand il a vu la vieille annonce qu'il lui a faite. En vrai, c'est pas de sa faute. Je croyais qu'il insistait plus que ça, mais en fait, non, pas du tout. L'autre, il lui sort son projet. Ah ouais, franchement, c'était dur, hein. Mais en vrai, il s'en est sorti. Mais voilà, big up à Christophe Beaugrand qui a tenté, qui s'en est bien sorti. Parce que putain, alors là, ah ouais, tu sens qu'il voulait dire, ah, c'est quand même un événement qui est super. Non, moi je peux pas dire ça, qui est marquant. J'ai cru qu'il allait dire les 10 ans de son gosse. Je te jure, non, là, vraiment, il a lâché le projet qu'on n'attendait pas. En tout cas, c'est fini pour l'épisode. C'est le combien là d'ailleurs? Attends, je regarde. L'épisode 97 de CKR, bientôt la 100e. J'espère qu'on aura l'occasion de faire quelque chose. C'est un plaisir de pouvoir papoter avec vous 2 fois par semaine. Merci pour la force. Continuez de partager, hein, continuez de faire pousser ce podcast. Je sais qu'il y a des gens qui s'informent que grâce à moi. Bah putain, ils n'auront pas beaucoup d'infos. Mais en même temps, honnêtement, l'info en continu, c'est de la merde. Ça a été inventé fin des années 80 aux États-Unis. C'est de la grosse merde. On n'est pas fait en tant qu'être humain pour encaisser tous ces trucs non-stop. Bon, moi, je le fais pour vous. Je me dévoue. Bon, bah, j'espère que, en tout cas, ça vous fait kiffer. Comme ça, au moins, on filtre. Et on essaye de trier le bon grain de livret. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir de papoter avec vous. Merci 1000 fois. On se dit à jeudi, si tout se passe bien, pour notre prochain live. Bisous, bisous, ciao, ciao tout le monde.